Bonjour à vous, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision. 10-12, le Zénith commence à l'instant. Merci infiniment de vous installer convenablement. Que se passe-t-il aujourd'hui? Selon le MRC, après les marches du 22 septembre dernier, 107 militants sont aujourd'hui traduits devant le tribunal militaire. Finalement, qu'est-ce qui se passe au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun et la bataille ouverte avec le gouvernement camerounais? Comment expliquer que ces marcheurs du 22 septembre dernier soient traduits devant le tribunal militaire? Quels sont les chefs d'accusation qui pèsent contre ces derniers pour que ce soit le tribunal militaire qui puisse justement se saisir de leur dossier ou des cas auxquels ils seraient aujourd'hui inculpés? Que dit exactement la communauté internationale sur ces arrestations et sur ce cas, on dira entre autres arbitraire, que vivraient ces 107 militants véritablement? Mesdames, Messieurs, la question est posée. Et nous sommes justement à 4 ans après la catastrophe ferroviaire des Écarts. Souvenez-vous, 4 ans après, que gardent les Camerounais comme image de cette catastrophe 4 années après? Avons-nous encore eu le temps de rendre un vibrant hommage à ces Camerounais malheureusement qui en sont morts après ce déraillement du train? 4 ans après, quel souvenir peut-on garder justement aujourd'hui? Et est-ce qu'on pourrait avoir au sein de la République un magistrat fou qui soit capable de demander au ministre des Sports et de l'Éducation physique qu'est-ce qu'il faisait à son domicile avec 100 millions de francs CFA, mais surtout 10 millions de francs CFA en bons de carburant? Là, on parle bien évidemment du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moulé-Kombi, qui vient de traîner en justice justement un taximan, son ménager, si on va le dire, son cuisinier, effectivement, devant les tribunaux pour avoir volé 100 millions chez le ministre. Comment expliquer cette gabégie ou encore cette attitude? Quels sont les textes qui encadrent justement comment garder l'argent en réalité au Cameroun quand on sait effectivement qu'il y a des textes qui les encadrent? Pourquoi le ministre Narcisse Moulé-Kombi n'a-t-il pas trouvé bon justement de garder ces 100 millions dans une banque camerounaise? Quel magistrat fou pourra bien sûr le poursuivre aujourd'hui? Comment dire également qu'en ce moment, du côté de la Guinée et Conakry, ça bouge énormément, le spectre du Gabon, du Cameroun avec Maurice Kamto, du Gabon effectivement avec Jean Ping, mais surtout le spectre de la RDC avec Martin Fayoulou. Aujourd'hui, c'est Cellou Dalein Diallo en Guinée-Conakry qui s'est autoproclamé hier vainqueur de l'élection présidentielle qui s'est déroulée ce dimanche, alors qu'on sait exactement l'organe en charge de l'organisation des élections dont ce pays devrait se prononcer. Malheureusement, on attend voir les dénouements. Jusqu'à 12h, mesdames, messieurs, vous serez servis. Allons bien sûr saluer la grande équipe et commençons par Charles Amel Mbachou qui est avec nous ce matin. Charles Amel, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre des Travaux publics de ce royaume qui a décidé de faire le tour histoire d'évaluer les chantiers autoroutiers de Cameroun. Premièrement, c'est un budget costaud mis à sa disposition pour faire le tour. Il va commencer par l'axe Yaoundé-Douala. Après l'axe Yaoundé-Douala, il va faire la pénétrante Est. Il va évaluer les travaux de la pénétrante Est de Douala. À quel niveau se situe? Est-ce que les travaux même ont repris? Il va ensuite aller évaluer les travaux de l'axe Yaoundé-Bafoussam, la nationale numéro 4, histoire aussi de voir à quel niveau se situent ces 204 km. Et il va finir par Olama, Grand Zibi, Kribi. Il va encore aller, Grand Zambi, Kribi. Il va aller évaluer l'état des chantiers. A-t-on besoin véritablement de dépenser autant d'argent pour faire le tour du Cameroun pour une évaluation, lorsqu'on sait qu'en termes de délégation, cela va prendre, en termes de bakshish, puisqu'il faudra forcément voir, et les chefs traditionnels, et tous ceux qui vont venir tourner tout autour, mon Dieu, république des dépenses, république budgétivore, on y est. A-t-on conscience justement, Charles Amel Mbachou? Et on le sait, le CHAN devrait en réalité se jouer au Cameroun dans les jours à venir.
Sommes-nous prêts ou pas? Dans quel état se portent les stades aujourd'hui? Et on le sait justement depuis 2 jours après les récentes descentes du ministre des Sports et de l'Éducation physique dans les différents stades. On s'est rendu compte qu'il y a encore un réel problème avec les pelouses et les montants sont évoqués. Charles, vous en riez déjà. On parle quand même, il faut refaire la pelouse. C'est des centaines de millions encore à dépenser. Voilà, soyez calme, soyez fort. C'est le Cameroun. Bonbon Bengan Kandji. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Désormais, nous allons nous accrocher à ce qu'on pourrait appeler devoir de mémoire. Le 20 octobre 2011, le colonel Kadhafi, le guide de la Jamaïra libyen, était sauvagement assassiné avec la complicité de celui qu'il appelait son frère, Barack Obama. Commenté par le président français de l'époque, un certain Bulgare Naguibal de Bosca, surnommé Sarkozy, le monde entier s'est ligué contre Kadhafi pour renforcer le destin funeste de l'Afrique. Barack Obama y faisait partie. Il avait envoyé les B-52 et surtout, cette période-là, les chefs d'État de l'Union africaine étaient réunis en Guinée équatoriale. Personne n'a levé le petit doigt. Et donc Kadhafi ne peut pas mourir pour rien. Nous allons venger Kadhafi. Essayons de nous armer de courage. Hier, c'était Lumumba, Oumniobe, Moumie, aujourd'hui, et Thomas Sankara. Kadhafi venait de partir, ne l'oublions pas. Redressons l'Afrique. Redressons l'Afrique, bon Bengan Kandji. Saluons justement la mémoire de ceux qui ont vécu. Mais avant de redresser l'Afrique, allons bien sûr rappeler qu'il y a quand même au niveau du Cameroun une guerre ouverte entre le professeur Jacques Famendongo et des étudiants justement qui étaient inscrits en cycle doctorat professionnel aujourd'hui. Une crise de confiance entre, on va dire, le professeur et ses étudiants qui l'ont traîné en justice cette fois-ci. Tant il tente tant bien que mal de se défendre. Est-ce que le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur, s'en sortira-t-il dans ce procès qui risque d'être non seulement long, mais peut-être aussi il risque de ne pas sortir de là, on va dire, indemne. Karine Sontia, bonjour à vous. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs et un bonjour spécial à Monseigneur Luc Onambele du diocèse d'Obala qui interdit l'inoculation du vaccin contre le cancer du col de l'utérus sur les jeunes filles de son diocèse. Il soutient que ce vaccin est incomplet. Il n'est inoculé qu'aux jeunes filles de 9 à 13 ans alors que les recherches et les tests n'ont pas été faites sur les enfants de cet âge-là. Aussi, les femmes de cette tranche d'âge, aussi les infections à VPH ne se résolvent généralement toutes seules, donc on n'a pas besoin de vaccin. Et enfin, le pic de la maladie n'est atteint qu'à 30 ans, c'est-à-dire 30 ans après la vaccination, soit 40 ou 50 ans de ces personnes qui ont été vaccinées, alors que les enfants sont vaccinés plus tôt. Imaginez-vous bien dans quelle situation on se retrouve. Il s'agit là d'un docteur PhD. À comprendre, à analyser, mais surtout à décrypter dans le cadre de 10-12 années, madame, messieurs, avec vous. Et bien évidemment, on tentera de bien comprendre. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour à vous. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix de certains parents dans la ville de Kribi, au niveau d'une école publique où, disent-ils, leurs enfants sont brimés, menacés. Ils rentrent tous les jours en pleurant parce que les parents ont décidé de ne plus payer l'APE dans cette école publique-là. Les parents estiment que les responsables des écoles ne donnent pas les reçus et que même lorsqu'on paye cette APE-là, ce n'est pas avec cet argent qu'on paye les vacataires. Ils ne comprennent pas pourquoi on déplace les enfants qui n'ont pas payé l'APE au fond de la classe et que ceux-ci soient tous les jours en train de pleurer. La question que je me pose, est-ce que pour ces raisons-là, pour l'APE, est-ce qu'on devrait mettre les enfants mal à l'aise en salle de classe? Comment sont régis que disent les tests qui prévoient ou bien qui organisent la collecte des frais d'APE? Voilà.
Des questions bien sûr à poser, madame, messieurs, mais également une question centrale ce matin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier dans les couloirs de la présidence de la République du Cameroun? D'ailleurs, en fin de soirée, on dira en milieu de soirée également, ou en milieu d'après-midi, on a eu cette correspondance signée du secrétaire général, on va dire ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, monsieur Ngongo, qui a fait une signature revenant d'ailleurs sur une instruction du chef de l'État à surseoir la taxe justement numérique sur les téléphones aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu motiver, bien évidemment, le chef de l'État à prendre une pareille décision? Est-ce qu'au final, la guerre qui se livrerait dans le sérail montrerait qu'il y a eu un camp qui a eu victoire sur cette question? Qui était bien évidemment monsieur Paul Zambo dans Retech? Quels étaient les dessous de ce projet? Madame, monsieur, on en parlera dans le cadre de 10-12 de Zénith avec bien évidemment la grande famille jusqu'à 12h. Allons bien comprendre ce que nous réserve l'histoire de ce matin. Dominique, nous vous écoutons. L'histoire de ce matin a pour titre « Mon mari aurait-il trafiqué les examens prénuptiaux ?» C'est l'histoire d'une jeune femme âgée aujourd'hui de 23 ans, mariée, du moins sur le plan coutumier, à un jeune homme, lui, âgé de 28 ans. L'histoire commence il y a quelques années où les deux se connaissaient, comme ça, dans le village. Et après, le jeune homme est allé en ville chercher du travail. Sauf que quelques mois après son arrivée là-bas, il recontacte la fille et il lui dit « Aujourd'hui, je suis prêt, je veux du sérieux avec toi. Et je voudrais t'épouser. » La fille lui dit « Mais attends, pourquoi tu ne l'as pas fait avant de partir ?» « Non, je n'avais pas les moyens et aujourd'hui, je suis à même de pouvoir m'occuper de toi. » Donc, avec le consentement des familles qui ont donné l'option pour le mariage, ils sont allés faire les examens prénuptiaux lorsque le garçon s'est rendu dans la ville de résidence de la jeune fille. Ils se sont rendus dans un laboratoire et comme par hasard, le laboratoire appartient à la tante de la fille et le laborantin qui gère ce laboratoire est un ami du garçon. Vous imaginez les retrouvailles entre le garçon et son ami, c'était bien. Ils ont fait les examens et le jour où il fallait remettre les résultats, le laborantin demande à la jeune femme de sortir de la pièce et qu'on la rappellerait plus tard. Ce qu'elle a fait, et lorsqu'elle revient, on leur donne les examens qui présentent qu'ils sont prêts, ils peuvent se marier, il n'y a pas de problème. La cérémonie de dot a été effectuée, on a programmé le mariage civil et il y a quelques mois, 3 mois précisément, alors que la dame faisait le ménage chez elle, elle tombe sur des documents qui présentent son mari comme souffrant d'une maladie chronique, une hépatite B, notamment depuis plus d'1 an déjà, sensiblement 2 ans. Lorsqu'elle confronte son mari et de lui dire « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais malade et tout ?» Il lui dit « Non, cette maladie, je l'ai traitée depuis, donc je ne souffre plus de rien. » Malheureusement, elle a commencé à avoir du stress, elle a commencé à être troublée et lors d'une réunion avec la famille de son mari, elle confronte ses beaux-frères et leur demande pourquoi, lorsque vous êtes venus me prendre en mariage, vous ne nous avez pas mentionné que votre frère était malade. Et ses frères ont dit, mais on n'était pas au courant que celui-ci était malade. On a commencé à les envoyer chez des voyants différents pour essayer de résorber la maladie. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, cet homme-là est malade. Elle en a parlé à sa grande sœur qui est infirmière et celle-ci lui a demandé expressément et rapidement de partir de ce foyer. Sauf que elle ne veut pas partir de là. Elle dit qu'elle ne veut pas laisser son mari seul. Elle ne veut pas en parler à sa famille parce qu'elle est consciente que si elle dit à ses parents, notamment que son mari souffre de cette maladie, on va l'enlever de ce mariage parce qu'il y a un de ses beaux-frères qui est récemment mort de cette maladie et que ses parents, ce jour-là, ont fait la promesse, si jamais au grand jamais quelqu'un dans notre famille a encore cette maladie, le mariage se termine pour elle. Donc, cette femme aujourd'hui qui découvre qu'elle est malade parce qu'elle dit qu'elle est en train d'avoir des douleurs au niveau du foie, elle a des douleurs au niveau du ventre et elle est stressée. Elle aimerait savoir si sur le plan médicinal, il y a des pistes de solutions pour pouvoir la sauver. Et est-ce que le laborantin a trafiqué les résultats? Et au-delà quand même, hein, parce que vous pouvez en rajouter. Oui, l'objectif c'est de tout faire pour garder. L'hépatite B. Le plus important, c'est de tout faire pour garder justement la relation, parce que si jamais il parvient à se faire soigner, voilà, il va falloir justement continuer la relation et la rendre pérenne de toutes les façons.
Merci à vous, madame, messieurs. Vous connaissez les plateformes. C'est un rituel, justement, quand on vous le rappelle, sur cette antenne tous les jours. 10-12, le Zénith, sur Facebook, Equinox TV, toujours sur Facebook. Laissez-nous vos messages. Un numéro s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure. Envoyez-nous également vos contributions à l'histoire de ce matin. Vous voulez faire un ajout, Dominique Audrey? Oui, et le problème aussi avec la dame, c'est que lorsqu'elle essaye de parler avec son mari, ça lui passe par-dessus la tête. Elle dit qu'il est insensible. Il lui a dit, je me suis déjà soignée dans toutes les maladies qu'elle développe à la maison. Il lui dit, moi je ne sais pas d'où est-ce que ça peut bien venir. Donc elle a aussi un problème. Comment faire confiance, prendre conscience à son mari que la situation est grave pour qu'on trouve une solution. Une très bonne solution, justement, pour garder le couple, on va dire, en bonne santé, qu'il n'y ait pas de soucis par la suite, parce qu'on a le sentiment qu'il y a eu un manque de confiance quand même à la base. Ne pas tout dire à son épouse, s'engager justement à faire des examens, alors qu'on sait qu'on rentrera dans un mariage dans les jours à venir. Karine Santia, serez-vous prête, vous en tant que femme, de pardonner à votre mari, votre futur mari, votre fiancé dans ce cas-là? Je n'arriverai même pas à ce genre d'erreur. Comment ça? On ne peut pas aller faire des examens au moment de donner les résultats. Moi, je sors alors qu'on veut se marier. Quand une personne est sérieuse, le moment où on délivre les résultats et que vous êtes ensemble, vous écoutez les résultats de chacun ensemble. Quand un homme, quand le médecin, parce qu'il y a des maladies pour lesquelles on demande qu'une personne sorte. Quand vous annoncez que vous êtes séropositif, par exemple, que vous êtes atteint du VIH, on peut demander que l'autre sorte. Sauf que pour un couple qui veut vraiment être ensemble, c'est à l'homme de dire non. Elle ne sort pas, c'est avec elle que je veux me marier, elle doit être là pour écouter les résultats. S'il ne dit rien au moment où on vous demande de sortir, il y a anguille sous roche et commencez à vous poser toutes les questions. Déjà, à partir de là, elle aurait dû interroger ce qui se passe. Parce que même quand on demande que vous sortiez, on lui donne les résultats, après, vous partagez ensemble pour faire le bilan. Pour faire le bilan verbal du bilan de santé que vous avez fait, en principe. Parce que vous en discutez. Il y a des maladies où on va mettre les deux sous traitement. Il y a des infections pour lesquelles on va mettre les deux sous traitement. Il y a des maladies pour lesquelles on va mettre une personne sous traitement. Généralement, on découvre que les femmes ont souvent des mycoses ou encore des infections. On met la femme sous traitement, son mari aussi, pour que la contamination ne se fasse pas. Sauf que dans cette histoire, elle ne nous dit pas s'ils ont été mis sous traitement ou pas. Non, tout était, voilà. on dit négatif ou positif. Tout était normal voilà. Et il n'avait pas de problème. Mais l'homme a eu ses résultats. Négatif? Oui, mais selon les résultats du laborantin. Oui. L'ami justement du mari. Oui. Enfin, donc pourquoi c'est négatif et elle sort? C'est pour ça que je dis que tout a commencé par là-bas, c'est là où elle a commencé à être bernée. Et je comprends qu'elle a pu être bernée en fonction, à cause de son jeune âge. Elle n'a pas compris grand chose par rapport à ce qui se passait. Elle s'est dit que c'est quelqu'un qu'elle connaît déjà et il ne peut pas la tromper. Maintenant, il y a aussi que lorsqu'elle découvre le carnet d'examen, est-ce qu'elle a vérifié les dates des examens qu'il a fait et tout? Maintenant, si elle a vérifié les dates et que les dates coïncident avec leur couple ou leur relation, ça veut dire que le gars est malade depuis et il a berné la fille. Soit il se traite en cachette, soit alors il veut contaminer la fille. Parce qu'il est inadmissible que vous soyez mariés avant de découvrir que l'autre est malade. Bon, c'est condamner votre conjoint. Peut-être il se cache pour se soigner. C'est pour ça que je dis que peut-être qu'il se cache. Même jusque-là, c'est pour ça que vous êtes mariés. C'est pour ça que vous dites oui. C'est pour ça que vous dites que vous n'allez être qu'un. Le meilleur est le pire. Parce que quand vous acceptez l'autre, vous connaissez ce que vous acceptez. Mais quand vous ne connaissez pas ce que vous acceptez, vous pouvez dire qu'on vous a trompé. Il y a eu tromperie sur la marchandise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Mais sauf que elle trouvait des circonstances atténuantes au gars. Dans genre, la famille du gars, si elle se sépare de lui, toutes les autres femmes qui sont mariées dans cette famille vont partir parce qu'il y a d'abord un frère qui est décédé de cette maladie. Après, elle vous dit que non, ses soeurs veulent qu'elle parte, mais elle ne veut pas laisser son mari seul. Il se soucie d'elle avant qu'il est dans le déni. Est-ce qu'il se soucie d'elle avant d'être dans le déni? Parce que si c'est de l'hépatite qu'on parle, c'est une maladie pour laquelle il faut être très sérieuse. Et lorsque la maladie est dépistée très tôt, vous avez de fortes chances d'être soigné. Et ça prend du temps, même le traitement. Ouais. Et ça coûte extrêmement cher, même le traitement. Mais si vous attendez comme il attend et puis il dit qu'il n'a pas de problème, il s'est soigné depuis. Après, il fait comme s'il n'a pas de problème et pourtant elle commence déjà à avoir des maladies.
c'est un problème. Parce que à la longue, ça va lui causer une cirrhose de foie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Elle garde son homme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en sépare? Elle n'a pas besoin de garder son homme. Il faut qu'elle fasse des examens parce qu'elle a fait un vaccin. Elle se soigne. Un vaccin sans faire des examens. Ils doivent se soigner tous les deux. Il faut d'abord qu'elle fasse des examens pour savoir si elle aussi elle est contaminée. Oui. Maintenant, si elle est contaminée, il faudra qu'ils fassent le traitement ensemble et le même traitement. Mais sauf que l'homme, son traitement sera encore plus compliqué que le sien. Très bien. Dominique Audrey, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde l'homme, elle s'en débarrasse, elle quitte le mariage. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous lui dites justement ce matin? Elle sauve sa vie. Elle sauve sa vie. Elle sauve en faisant sa quoi? vie. En quittant son homme? Elle d'abord. Elle d'abord, parce que vous l'avez mentionné. Non, c'est Karine qui l'a mentionné. Un homme qui ne se soucie pas de vous, moi je ne sais pas pourquoi vous voulez vous dire que non, il faut d'abord que lui, je ne veux pas qu'il pense que sa vie est finie, mais la vôtre peut finir avant. La vôtre peut finir avant. Moi, je mets ça sous le coup de l'âge. Le meilleur ou le Je pire? mets ça sous le... Non, 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 il n'y a pas de pire là-dedans. Il n'y a pas de meilleur là-dedans. Vous ne pouvez pas prendre l'enfant de quelqu'un. Consciemment, vous savez que vous êtes malade parce qu'il savait qu'il était malade. Lorsqu'on lui demande de sortir du bureau du laborantin, c'est simplement parce qu'on veut dire au gars que bon, j'ai géré le truc là comme comme tu m'as demandé. Donc, on fait genre et sort et après, on va lui dire, mais toi, tu sais que tu es malade, même si sur le papier c'est faux. Donc là, on doit interroger même la conscience professionnelle. Parce que consciemment, cette fille a été rendue malade. Consciemment. Que ce soit avec ce laborantin et même son mari. Comment vous pouvez vous coucher dans le même lit? Consciemment, on l'a contaminé, vous voulez dire? Oui. D'accord. Consciemment, on l'a contaminé parce que en disant falsifiant les résultats, on savait pertinemment qu'il y avait des chances. Et aujourd'hui, l'hépatite se transmet comment? Lorsqu'on souffre de cette maladie, il est important d'en informer son entourage parce que simplement, en utilisant le matériel, vous pouvez choper cette maladie. Sur le plan sexuel, vous pouvez choper cette maladie. Les transfusions sanguines et autres, vous chopez cette maladie. Et une mère enceinte, une femme enceinte rend son enfant malade. Aujourd'hui, si vous tombez enceinte, vous avez énormément de chances de rendre votre enfant malade. Vous allez même le tuer avant qu'il ne naisse. Donc cet homme-là, il ne vous a pas aimé. Moi, je ne vois pas l'amour parce que l'amour ne fait pas mal. L'amour ne devrait pas faire mal. Et une fille comme celle-là qui a peur de dire à sa famille qu'elle est malade parce qu'on va l'enlever du mariage. Mais attendez, dans quelle époque on vit? Non, je suis dépassée, Michel Ngachou. On vous entend très bien. Oui, le mariage c'est bien. Le mariage c'est beau. Pour les célibataires, on est jalouse, oui. Mais, est-ce que parce que vous voulez être marié, est-ce que parce que vous voulez être derrière un homme, vous êtes prête à avoir la cirrhose du foie, à avoir le cancer du foie, à développer une séroconversion parce qu'il faudrait qu'on dise que vous êtes marié? Non, vous ne pourrez pas être heureuse dans un mariage si vous êtes malade, madame. Vous allez continuer à développer la maladie et ce n'est pas bon. Parlez-en à vos parents. Quitte à vos parents de décider s'ils vous enlèvent de là ou pas. Vous pouvez partir de là et vous vous soignez. Maintenant, s'ils se soignent, vous pouvez repartir. Et je crois que sur le plan médicinal, oui, il y a des solutions. Est-ce qu'on peut dire justement, Chalamel, que c'est de la méchanceté pour le garçon et la naïveté pour la petite? La sorcellerie. Non. Non, pas la sorcellerie quand même. C'est un sorcier. Non, monsieur Michel Ngachou, parce que les antécédents de cette famille démontre qu'il y a eu déjà des personnes qui sont décédées de l'hépatite. Donc on ne peut pas parler. Quelle famille? La famille de la fille. Ah, très bien. La famille de la fille. Il y a des antécédents médicaux. Des antécédents médicaux qui attestent effectivement qu'il y a eu cette présence de l'hépatite dans la famille. Ce qui atteste que le chef de famille même est allé jusqu'à dire qu'un éventuel cas, on va retirer toutes les filles qui sont en mariage, histoire de préserver la relation. Donc, monsieur Michel Ngachou, partant du principe là où a échoué Dominique Audrey, cette fille est malade depuis, elle n'est pas malade elle n'est pas malade parce qu'ils sont allés à l'hôpital, ils ont eu des rapports sexuels, elle a embrassé le garçon avec la bouche, ils ont eu un échange de salive, ils partagent, monsieur Michel Ngachou, pendant des câlins les mêmes objets. Donc, on est arrivé à ceci qu'elle laisse le fait d'avoir découvert, elle est malade depuis. Déjà, ça, c'est le premier point. Maintenant, on ne demande pas le pourquoi. Moi, je ne suis pas au pourquoi, je suis au comment, monsieur Michel Ngachou. Vous savez, chez les Bantous,
il y a 3 facteurs qui prédisposent un être à la maladie ou qui renseignent sur votre état de santé. Le premier, c'est la langue, monsieur Michel Ngachou. La langue, c'est l'haleine, c'est les urines, la qualité des urines. Si vous pissez, ça mousse. Ça suppose que vous n'êtes pas loin d'un certain type de maladie. Si vous pissez, c'est foncé. Les premières urines du matin, les dernières urines du soir, cela renseigne à suffisance. Donc, une maman, lorsqu'elle cause avec l'enfant le matin, il sort la langue, elle regarde. Et l'hépatite et toutes ces différentes maladies, c'est des choses. Vous avez des gens qui trimballent des maladies, des gens qui se plaignent constamment du ventre, des douleurs. Monsieur Michel Ngachou, j'ai quelque peu envie de dire que l'éloignement de l'occidentalisation a tué véritablement le bien-être des Africains, de ceux dans quoi ils étaient. Vous avez, quand maman prépare à la cuisine, monsieur Michel Ngachou, dès que le garçon entre, elle coupe la patate, elle lui dit mange. Elle coupe le manioc, elle lui dit mange. Elle s'arrange à couper, lui donner de manger, grignoter. Quand à la fin de la soirée, maman prend les racines du papayer, elle mélange avec le manguier, le prunier fait bouillir, elle vous demande de boire, vous dites, ah, laisse tes histoires là, fous quoi avec tes histoires. Quand on fait l'aloe vera, amer, on demande de venir consommer. Il y a des pathologies qu'on soigne sans même savoir, monsieur Michel Ngachou, qu'on est malade. Quand vous prenez le quinqueliba, on retrouve ça sur les axes routiers, vous coupez le quinqueliba, vous mettez dans l'eau. Une consommation journalière vous éloigne d'au moins 16 maladies. Je dis 16 maladies, monsieur Michel Ngachou. Je crois que il faudrait que les Africains reviennent. Ça me fait très mal. C'est pour ça que je fais une se réapproprient leur médecine, monsieur Michel Ngachou. Lorsque vous allez à l'Est Cameroun, vous voyez que les ressortissants de l'Est ont moins ce problème d'hépatite et tout le consort. C'est parce qu'ils mangent la feuille de patate sous forme de légumes. Prenez la feuille de patate, ils épluchent, ils mangent ça comme le dollar. Il y a les épinards. Monsieur Michel Ngachou, on le dit sans cesse sur ce plateau, le traitement est dans ce que nous mangeons. C'est à nous d'adopter des comportements, on ne peut plus sain. Vous avez des problèmes de picotement au niveau de l'urètre, excusez-moi. Si vous voulez, l'appareil génital. L'appareil génital masculin pour l'homme, vous prenez les feuilles d'eucalyptus, 10 feuilles d'eucalyptus, vous faites bouillir les feuilles d'eucalyptus, vous consommez. Si c'est ça, mais je vous dis, c'est des choses que nous pratiquons. Je peux en rire un peu parce qu'il y en a qui vous regardent ce matin et vous demandez, mais où en trouver à Douala ici, les feuilles d'eucalyptus? Il y en a, monsieur Michel Ngachou, il y en a. Et pire, je vais vous dire, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on veut soit faire un pas en avant, 4 pas en arrière. La fille est déjà malade. Comment est-ce qu'elle sait qu'elle est malade, monsieur Michel Ngachou? Parce qu'elle a mené des enquêtes. Elle a mené des enquêtes parce que quand elle dit alors que c'est comme si je suis malade, non, elle a mené des enquêtes. Elle a interrogé Google, elle a tellement causé, soit les cas de sa famille, les cas de sa propre famille ont suffisamment renseigné sur la situation. Je pense qu'à un moment donné, premièrement, si elle dit que c'est son cas, elle devrait frapper le poing sur la table en disant, monsieur, voici la situation qui est en train d'arriver. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis longtemps. Que tu le savais ou pas, on est déjà condamné à deux de trouver la meilleure méthode pour pouvoir avancer. Il ne faudrait pas faire un avancement à tâtons. Excusez-moi, monsieur Michel Ngachou. Vous avez des gens qui, en même temps, vont à l'hôpital, prennent les comprimés. Quand ils prennent le comprimé, ils prennent le médicament traditionnel et ils poussent avec. Il faut faire très attention. C'est pas recommandé, non. Pas du tout. C'est pas recommandé. Si vous avez décidé d'aller à l'hôpital, suivez le traitement de l'hôpital. Lorsqu'il finit, vous laissez la période que cela se disperse dans le sang. Mais si c'est le traitement traditionnel, allez au traditionnel et faites-le. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent comme ça. Donc je dirais à cette jeune fille, j'ai bien envie de te dire, rentre te soigner auprès de médecins traditionnels. Mais étant donné que vous avez commencé à l'hôpital, va d'abord à l'hôpital. Justement, quand vous dites soigner, et là, elle a posé une question sensible, bon, Bengan. Elle veut savoir quand même, est-ce qu'avec l'hépatite B, vous, traditionnalistes, vous trouvez des solutions à ça, cette maladie-là? Oui. Il y a eu au moins 3 protocoles qui ont été déposés au niveau du laboratoire d'études médicales et de recherche de plans médicinales qui est dirigé par le professeur Choubo, qui était l'ancien recteur de Yaoundé 1. Il a plein de protocoles.
que... Sur l'hépatite. Oui, sur l'hépatite. Quelles que soient justement les formes. Oui, absolument. Oui. Ils en ont, mais bon, dernièrement, ils ne fabriquaient que la chloroquine. Il y a plein de choses comme ça et nous avons interpellé l'État pour que enfin qu'on ouvre l'Institut national d'études médicales des plantes médicinales, parce que la convention qu'on avait mise en place et qu'il faut impliquer, c'est quoi? On reprochait à la médecine dite naturelle, des dosages et tout. Comment donc parvenir à un médicament amélioré? C'est le terme qu'il nous avait demandé d'utiliser. Ça a été proposé. Maintenant, il leur appartient de nous de valider. Est-ce que exactement on peut, on n'est pas fait? Je n'en sais rien. C'est lui qui coordonne cette équipe. Il est connu. Je peux citer son nom. Il s'appelle professeur Patrice Caillot. Il est connu. Mais le professeur Patrice Caillot, ils n'en font rien aujourd'hui. Non, j'ai dit, le protocole, c'est le ministère cela. de la Santé publique et le ministère de... Comment je veux dire, de la recherche scientifique et de l'innovation. Je ne sais pas ce qu'on innove là-bas. Donc, là, un cas. Voilà j'allais dire sur le plan technique et scientifique sur le terrain. Maintenant, il y a toujours des enquêtes qu'on fait quand vous voulez vous marier. On dit toujours chez nous, si vous épousez une femme qui a l'épilepsie, ça veut dire que vous n'avez personne là-bas. En fait, c'est pour dire quoi? Vous savez, il en est de même pour l'homme que pour la femme. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi on l'a pris? C'est parce que c'est une maladie de honte. Vous pouvez être dans une fête, un partenaire tombe et tout. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, on se renseigne toujours sur la famille, que ce soit la fille ou le garçon, la famille que vous voulez intégrer. Deuxième chose, c'est en ayant ces antécédents-là, ces antériorités. Vous savez que cette famille souffre généralement de diabète, d'hypertension artérielle, de ceci. Vous vous dites, notre amour est au-dessus de tout. Donc, on ne cache pas. On ne cache pas. Donc, vous lancez, puisque le mariage, c'est la recherche du bonheur. Vos cœurs, comme j'aime souvent une expression là, qu'une de mes filles, tendance m'a contaminée, me dit, le cœur a flashé. Bon, donc, lorsque votre cœur a flashé, vous mettez donc tous ces antécédents-là, ces antériorités, dans le cas de maladie, dit, voilà ce que nous allons supporter demain. Et vous mettez donc ensemble la famille avec un certain nombre de choses. Donc cette fille, non qu'elle se rapproche, c'était là comme dit Chalamel, et se rapproche, on n'est plus là dans le tiraillement, dit ah, monsieur, voilà, et elle pose le problème au niveau de la famille. Et c'est très important. Alors, et juste pour finir, un petit conseil quand même pour cette fille également, elle devrait plutôt rester sereine, non, vis-à-vis de son mariage, non? J'ai dit, oui, tout à fait. Je veux dire, si elle opte pour la médecine naturelle, il y en a. Je vous ai parlé de... Bon, le professeur Chumbo n'a pas encore rendu public, mais nous avons Patrice Caillot qui coordonne ça sur le plan du professeur. Michel, je voudrais insister sur un point. Les feuilles d'eucalyptus, parce que les gens vont bien demander ce que c'est. Ce sont les feuilles, c'est l'arbre qui sert à faire les poteaux électriques. Voilà. Donc, si vous demandez, c'est plus présent dans la région de l'Ouest, parce que c'est des régions montagneuses et puis aussi très très fraîches. Donc, les feuilles sont gluantes. Vous demandez à n'importe qui là-bas de vous donner les feuilles d'eucalyptus. Que les gens, M. Michel Ngachou, rentrent à la base. Vous avez beaucoup de plantes pour nettoyer le ventre, puis rentrer à la base. On doit arrêter la consommation d'un alcool fou parce que vous buvez aussi trop. Il faut le dire, boire aussi trop. Arrêtez de trop boire, vous détruisez votre organisme. Merci. Merci beaucoup. J'ai trouvé un garçon de 32 ans qui ne peut pas satisfaire sa cause. Merci à vous, merci madame, monsieur, merci de nous rester présents dans un instant. Même si c'est un tout petit peu amusant, on saura ce que nous réserve la colère de ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question de la double nationalité dans ce pays. Nous étions au mois de septembre, notamment le 10,
lorsque le chef de l'État annonçait la tenue d'un grand dialogue qui devait mettre à jour l'ensemble des problèmes que rencontrait le Camerounais, analyser, décrypter et en tirer des conclusions. Lors du lancement de ce grand dialogue, les commissions ont été créées, notamment la commission 7, une commission dont l'objectif était de se pencher sur la question de la diaspora, des problèmes de la diaspora et surtout de l'affaire de la double nationalité. Rappelons-nous qu'avant le grand dialogue national, on avait eu droit à ce qu'on avait appelé le FODIAS, Forum de la diaspora au Cameroun, où beaucoup de milliards avaient été dépensés pour discuter, payer des billets d'avion, loger des personnes, les entretenir sur la question de la diaspora. Au Cameroun, alors que certains de nos élites, de nos dirigeants, possèdent une double nationalité et ne sont pas inquiétés dans la gestion des affaires, on constate une interdiction formelle à certains Camerounais d'accéder aux hautes fonctions dans la société sous prétexte qu'ils ont la double nationalité. Nous avons deux cas récents. Le cas de Prince Didier Yango, qu'on a taxé d'Américain quand il voulait prendre la gestion de la Société des droits d'auteur des arts musicales. On a le cas d'Hervé Emmanuel Com. C'est des cas rendus publics et pour lesquels on a tranché. Comment comprendre que le gouvernement s'arc-boute toujours sur la loi du 11 juin 1968 qui prévoit qu'un citoyen camerounais qui obtient la citoyenneté d'un autre pays perd automatiquement sa nationalité originelle, qui n'a pas dans son entourage un membre de sa famille, une connaissance ou un ami qui a la nationalité étrangère, une personne qui vit et exerce une activité au Cameroun en ayant une autre nationalité que la camerounaise. Combien sont-ils, ces pontes de ce régime, ces directeurs d'entreprises, de sociétés parapubliques et publiques qui se battent corps et âme pour faire accoucher leurs femmes aux États-Unis, en France et au Canada, histoire de leur octroyer une nationalité? Y a-t-il réellement une homogénéité dans l'application de cette loi sur la nationalité? Quelle est la différence entre double citoyenneté et double nationalité lorsque sur Facebook, lorsque dans les discours, ils sont contents, nos dirigeants, de dire on a des Camerounais qui sont maires à Bordeaux, on a des Camerounais qui sont maires à X, on a des Camerounais qui viennent d'être élus à Y, pourtant au fond, dans leur pays, ils n'appliquent pas les mêmes règles. Tout le monde en parle depuis des années et de plus en plus, mais rien n'est fait pour dépoussiérer un texte que beaucoup ne veulent pas voir modifié. Pourquoi cette affaire de double nationalité dérange tant le gouvernement de Yaoundé, alors que la plupart des membres du gouvernement camerounais, des hauts fonctionnaires, des sportifs ont la double nationalité? Pourquoi un ressortissant camerounais résidant à l'étranger cesse-t-il d'être camerounais pour avoir acquis la nationalité d'un autre pays? La preuve, souvenons-nous du dernier cas encore en date, celui d'Achille Bembe qui ne s'est pas caché pour rentrer de plein fouet dans les actions managériales, dans la gestion, on va le dire, de l'affaire du passeport, même s'il a été répondu plutôt par le ministre de l'Enseignement supérieur, en lieu et place du ministre des Relations extérieures. Pourquoi les enfants des Camerounais, de la diaspora, ne sont-ils pas considérés dans la Constitution comme Camerounais? Pourquoi n'y a-t-il pas de loi qui encadre la nationalité camerounaise des femmes d'origine camerounaise ayant épousé des étrangers et ayant pris la nationalité de leurs époux respectifs? Comment va-t-on inciter les enfants dynamiques du pays éparpillés à travers le monde à revenir investir un jour quand on leur renvoie des signaux aussi dangereux? La preuve, le Sénégal, le Mali, pour ne citer que ces deux pays, ont été littéralement développés et dans une moindre mesure, à l'heure où on parle, le Niger s'inscrit dans la logique où c'est la diaspora. C'est les diasporiens qui investissent pour le développement de ces différents pays. N'a-t-on pas aussi peur là-bas que cette diaspora vienne tout rafler? Point d'interrogation. Pourtant, cette diaspora camerounaise a envoyé environ 316 millions de dollars, soit 185 milliards de francs CFA en 2017,
345 millions de dollars, soit 201 milliards de francs CFA au Cameroun en 2019 et un peu plus en 2019. Le Cameroun bénéficie de cette diaspora sur tous les points. Au premier constat, force est de constater que cette loi est à tête chercheuse, car elle ne s'applique à certaines personnes dont le régime en place voudrait nuire et pas à d'autres. La question de la double nationalité est inséparable de celle de l'importance que les pouvoirs publics camerounais accordent à l'apport de cette diaspora dans le développement du pays. Comment comprendre que le régime de Yaoundé ne se soit pas rendu compte qu'économiquement l'interdiction de la double nationalité est un frein, car des Camerounais de la diaspora ayant la double nationalité, parfois pour des raisons socio-professionnelles, et nantis de connaissances, des compétences, du savoir-faire pour développer le Cameroun, trouvent des réticences à l'idée de revenir au Cameroun, sachant qu'ils seront étiquetés d'étrangers en s'acquittant d'un visa pour venir au pays de leurs ancêtres. Au Cameroun, nous avons tout, mais à l'étranger, nous avons encore mieux, parce que les Camerounais brillent. Ils brillent de par leur présence. En France, on les évalue dans 7 000, ils sont environ 7 000. Aux États-Unis, ils franchissent la barre de 17 000. Au Canada et aux États-Unis, ils sont en train de battre, on va le dire, toutes les touches. Et à l'intérieur, nous avons des professeurs d'université, nous avons des éminents chercheurs, nous avons des gens qui font dans le secteur industriel, montage de véhicules et j'en passe. Il y a ceux qui, en termes de production, se sont retrouvés à développer la science médicale. Mais que profite le Cameroun? Absolument rien. Comment comprendre que ceux qui prétendent que la double nationalité provoquera la chute des recettes liées aux frais de demande de visa, qui sont vitaux pour l'entretien des ambassades camerounaises, se retrouvent eux-mêmes à aller passer leurs vacances sans en perdre, sans en dépenser le moindre copec? Comment comprendre que ceux qui prétendent qu'elle favorisera autant pour moi le shopping juridictionnel par les malfrats, ce qui renforcera l'impunité, sont eux-mêmes coupables de détournement de fonds publics dans ce pays sans que rien ne leur arrive? Comment comprendre que ceux qui prétendent qu'elle pourrait favoriser l'insécurité en facilitant la mobilité des terroristes ne parviennent pas à régler le simple problème des microbes qui dérangent particulièrement la ville de Douala? Que les Camerounais de la diaspora ne sont pas indispensables au développement national, mieux que la double nationalité soutienne les comportements antipatriotiques en raison de leur double allégeance, ou alors que ceux de la diaspora pourraient, grâce à leur pouvoir financier et relationnel, revenir pour défier les titulaires des mandats électoraux. Vraiment, tout cela n'est que la poudre de perlimpinpin qui est vendue à tous. Qui allait vérifier qu'Antoine Timi, ex-ministre des Finances et ex-président de la CEMAC, a de tout temps détenu un passeport américain sans que cela ne choque personne. Ils sont nombreux assis là, on ne fait que citer, c'est bien connu, ce sont eux qui sont à la manivelle, ce sont eux qui tiennent le gouvernail. Pendant ce temps, les investissements sont ailleurs, délaissant le Cameroun qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a aucune politique énergétique, qui n'a aucune politique agricole, se mourir avec des enfants qui ne reçoivent rien en termes d'éducation. Ainsi va le Cameroun, ainsi va la double nationalité. Et nous vous saluons Charles Amel Mathieu pour cette colère exprimée ce matin sur la question de la double nationalité qui continue encore à faire grand bruit au Cameroun depuis la loi du 11 juin 1968 qui encadre justement la question de la double nationalité au Cameroun. Aujourd'hui, on parle de double nationalité, si vous voulez double citoyenneté ou multi-citoyenneté, ou si vous voulez multinationalité aujourd'hui. C'est des questions qui intéresseraient véritablement et qui mériteraient d'avoir un autre encadrement, mais surtout un recyclage autour de cette loi-là. Allez, on va avec vous, Mbombo Bengan Kandi, dire certainement que cette loi du 11 juin 1968, à présent, on devrait justement le revoir au vu de tout ce qui se passe. Charles Amel a bien cité les sportifs qui ont une double nationalité, les hauts commis de l'État du Cameroun qui ont des doubles nationalités, même si beaucoup ne se font pas remarquer. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? L'abroger de la loi? Non, il faut changer le régime politique, puisque c'est un problème politique. Le problème politique que cette loi a posé en 68 a été ce que on avait peur de la diaspora. Et comme aujourd'hui, la diaspora continue à faire peur,
Et on va maintenir cette loi, c'est tout. Parce que c'est un problème politique, ce n'est pas un problème technique ou quoi que ce soit. Les 22 lions qui nous ont amenés au quart de finale de la Coupe du Monde en 90, je pense qu'il y en avait 9 ou 10 qui avaient double nationalité. Aujourd'hui, presque tous les lions indomptables qu'ils ont à l'équipe Fagnon ont une double nationalité. Donc en 90, ils étaient 9 ou 10. Aujourd'hui, je pense que les 22... Ça n'a pas posé de problème en 90, hein? Non, c'est pour vous dire que c'est un problème politique. Paul Biya était secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale en 1967, lorsque le problème avait été posé avec acuité. Il était le président de la Commission nationale de bourse. Et l'UNEC, l'Union des étudiants camerounais, était membre consultatif de la commission de délivrance des bourses. Il proposait donc des choses où l'UNEC, créée par Joseph Sack dans les années 50, avait changé sa dénomination en 58. Au lieu d'écrire Cameroun avec C, ils l'ont écrit avec K. Ils ont donc été, j'allais dire, étiquetés comme étant des opposants au régime d'Ahidjo. Et vous savez que Paul Biya est la continuité du régime d'Ahidjo. Il ne peut donc pas aimer ces gens-là. Beaucoup d'entre eux, les OCND Afana, beaucoup de gens étaient, parce que je pense, oui, c'était en 66 que Mongo Betty avait eu son agrégation en lettres, et beaucoup d'autres devaient y rentrer ou pas, et beaucoup étaient prêts à revenir. Donc, et il fallait les empêcher de venir. Alors, donc, on les empêche de venir. Oui, ils devaient susciter. Et ils demandent la nationalité du pays qui les abrite du coup. Oui, absolument. Il y en a qui ont conservé la nationalité camerounaise en vivant avec, comment ils appellent ça, ils ont un certificat de séjour là qu'on renouvelle tous les 10 ans. Oui. Donc d'autres ont changé de nationalité parce que les problèmes sont exactement les mêmes que ça se posait à l'époque. Est-ce que déjà en 66, parce que lorsque vous entendez, vous parlez de fête de la jeunesse, ça a été instauré le 1er septembre 66. Il y a eu ce choc-là. Donc, comment les Camerounais de la diaspora, pour la plupart venaient de terminer les études, devaient rentrer, avaient donc, j'allais dire, accompagné les Camerounais qui étaient au Cameroun. Parce que Ahidjo les amenait à dissoudre tous les partis au sein du parti unifié. Parce que ça s'appelait UC, il fallait donc créer l'UNC. Et les Camerounais de la diaspora étaient contre. Et ils avaient manifesté exactement comme ils manifestent depuis donc 1990. On a maintenu la loi. On a donc créé cette loi. Ah, on a créé. En 68. Oui, je vous dis, les événements s'étaient passés en 66. Oui. 67, Biya est toujours là. Il prépare donc cette loi. Et c'est même, je pourrais même dire que c'est la préparation de cette loi-là, lui étant secrétaire général du ministère de l'Éducation, qui le ferait propulser à la présidence de la République comme secrétaire général. De cette institution-là, il deviendra d'ailleurs ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Donc, c'est le même environnement et on a peur de la diaspora. La diaspora, d'abord, sur l'élévation de la citoyenneté. La diaspora va former les gens et en plus, on ne va pas corrompre tout le monde parce que les gens viennent là-bas avec les idées, vont créer des emplois sûrement, ils vont demander. Donc, la situation est la même. C'est pour ça que on ne pas faut seulement qu'on se batte pour tout ça, mais c'est un problème politique. Merci Mouron Bengan. Problème politique, Dominique Audrey. Votre point de vue ce matin. Problème politique, véritablement, comment en sortir? Avant peut-être de répondre à votre question, j'ai pris la peine de taper sur Internet liste des membres du gouvernement ayant la double nationalité. Ah ben dis donc. Et la liste est tellement longue que j'aurais bien aimé recopier ça pour la lire aux téléspectateurs. Mais comme c'est hyper long, je les invite à taper le même énoncé. Donc ils aient sur Google. Oui, qu'ils liste des membres, avant qu'on ne supprime peut-être les articles, liste des membres du gouvernement ayant la double nationalité. Ce que je peux vous dire, c'est que le ratio présente que on a des Français et des Américains parmi les personnes qui sont à la tête de nos différentes institutions. Et cela interroge le fonctionnement, la gestion même de la cité. De comment est-ce que ces personnes qui sont à la tête de notre État, de nos différentes institutions, gèrent la société. Vous savez, la population représente l'État. L'État n'existe que parce qu'il y a une population.
Et rendez-vous compte que si nous tous, on décide d'avoir des doubles nationalités, si on décide tous de devenir des Français ou bien des Américains, peut-être même des Chinois, il n'y aura plus aucun Camerounais si on décide d'arracher comme ça la nationalité camerounaise à ceux qui voudraient continuer d'être Camerounais et s'ouvrir au monde extérieur en acquérant d'autres nationalités. Ça devient un peu redondant d'avoir le même débat parce que au sein de notre société, on sait pertinemment qui est Camerounais et qui est autre chose. Mais le pourquoi de ce refus envers la diaspora, malheureusement ou bien heureusement, on est conscient que aujourd'hui dans notre société, la plupart de nos entreprises, lorsqu'elles viennent de l'extérieur, viennent des Camerounais qui ont perdu leur nationalité. Pourquoi perdurer en leur refusant de garder d'être Camerounais et d'être ce qu'ils veulent ensuite et de leur ouvrir les portes? Peut-être une simple méchanceté. Ben, on va peut-être pas rentrer dans les détails d'un langage qui était connu dans certains couloirs d'une institution camerounaise où quand vous arriviez, vous de la diaspora, avait un projet, on vous disait, ma part dedans, c'est combien? On vous disait, je ne vous coupe pas, je viens d'avoir l'une de mes filles, l'année en 2018, voulait reprendre le site de la Cellucam. Ouais. Avec ses investisseurs allemands, ils sont en rentrée de honte. C'est-à-dire, devant les Allemands, on leur dit, ma part dedans, c'est combien? Je peux prendre un autre jeune, il est de l'Est, il voulait faire de l'Est la Souga Valley. Ouais. On lui a dit, ma part dedans, c'est combien? Au point où un ministre originaire de l'Est lui a même dit, vous allez mettre mon épouse là, c'est vous qui allez cotiser, ça part dans le capital de l'entreprise. Voilà. Donc ça existe encore aujourd'hui. Donc malheureusement aujourd'hui, on est en train, ça fait preuve de peu d'intelligence que de rabrouer ces personnes-là qui relèvent d'autres pays. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal qu'on dise que Richard Bonnard, par exemple, n'est plus camerounais. Pourtant, il chante en Douala, il chante dans des langues de chez nous. Il est camerounais, même si aujourd'hui il a pris une nationalité américaine. Voilà. Nous, Camerounais, nous le reconnaissons comme un Camerounais. Sauf que vos textes ont fait de lui un non-Camerounais. Bon, et ils sont nombreux comme ça. Dominique, tu commences à te dire le dialogue diplomatique. Nos textes l'excluent. Nos textes l'excluent. Et pourtant, quand les Lions gagnent une coupe, alors que c'est les étrangers. Les étrangers jouent à l'équipe nationale, ils gagnent, on est content. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on continue de chasser les nôtres. Au contraire, c'est une bénédiction, c'est une chance même d'avoir ce foisonnement d'intelligence-là ici. Et peut-être Mbomboka a raison lorsqu'il dit que ces personnes ont l'impression que leur part de marché seront réduites si jamais ils intègrent ces personnes qui ont une autre mentalité. Parce que dites-vous bien que toutes ces personnes qui vivent à l'extérieur ont une façon différente de gérer et de voir la gestion de la cité. Eh bien, dire finalement que Charles Amen Mathieu, dans sa colère, a posé une question formidable. Qu'est-ce qu'on fait pour encadrer les enfants qui sont nés hors du Cameroun, des Camerounais? Véritablement, cette question a toute sa place parce qu'on pourra aller plus loin, questionner le comment les Africains, les Camerounais de l'étranger, qui font des enfants à l'étranger, que deviennent justement leurs enfants en ce qui concerne la double nationalité, quand on sait qu'il y a des pays comme la France, aux États-Unis, où une fois que vous êtes né là-bas, il y a justement des conventions ou encore des textes qui sont appliqués, qui font automatiquement de vous l'enfant né sur ce sol, comme étant citoyen justement de ce pays. Parlons-en, mesdames et messieurs, dans un instant, le temps de bien boucler, mieux comprendre la question de la double nationalité avec la grande équipe de 10-12, le Zénith. Et bien évidemment, bon retour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver avec vous encore des sujets intéressants qui vont graviter autour de 10-12 le Zénith, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Vos messages dans un instant on les lira, mais pour les lire, écoutons Karine Santia qui nous a quand même fait savoir en offre qu'il fallait mieux comprendre cette question concernant la double nationalité au Cameroun, mais surtout son avis là-dessus, Karine. Oui, justement, lorsque vous voulez comprendre la double nationalité au Cameroun, il faut d'abord
analysé la loi sur le code de la nationalité qui, notamment, nous dit que tout citoyen camerounais qui obtient la citoyenneté d'un autre pays perd automatiquement sa citoyenneté originelle. Lorsque vous comprenez ça, vous vous posez bien des questions et pourtant, à cette époque-là, en 1968, on était à une période où les Camerounais qui avaient fait des études à l'étranger étaient en proie à retourner pour développer leur pays. En vue à une phase de retour au Cameroun pour développer leur pays. Mais lorsque cette loi est entrée en vigueur, ces personnes ont directement perdu la possibilité de venir développer le pays parce qu'ils venaient comme des étrangers puisqu'ayant bénéficié parfois des bourses et avoir eu à solliciter des nationalités étrangères pour mieux peaufiner leurs études ou encore s'insérer socialement et professionnellement. Ça fait que beaucoup d'entre eux ont perdu la possibilité de venir investir au Cameroun. Maintenant, il y a ce projet de loi qui avait été proposé par la ministre Marie-Thérèse Abena-Ondoa qui notamment aurait pu être une route secours pour nous, mais qui depuis là n'a jamais été notamment adoptée. Elle nous dit que lorsque le président Cabral Libby lui avait demandé où se trouve ce projet de loi, notamment, elle avait dit que c'est encore au ministère de la Justice en pleine étude, mais que c'est en bonne voie. Et le projet de loi disait notamment à l'article 81 que tout Camerounais justifiant d'une autre nationalité conserve la nationalité camerounaise, sauf répudiation de celle-ci. Donc c'était un projet de loi qui ouvrait beaucoup de perspectives aux Camerounais qui voulaient avoir la double nationalité, sauf que ça limitait à la double nationalité parce que c'est une nationalité, alors qu'il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui ont les 3, les 4 nationalités différentes en fonction de leurs activités respectives. Et puis, le grand dialogue national nous a quand même donné l'envie d'avoir de l'espoir concernant notamment l'intégration des personnes qui ont la double nationalité, lorsque notamment le 7e point des décisions prises là-bas sur le rôle de la diaspora dans la crise et la contribution au développement, ils évoquaient notamment de reformer le code de nationalité pour l'adoption de la double nationalité ou des nationalités multiples. Donc, lorsque ces derniers ont proposé, c'était pas limité. C'était une question d'ouvrir les opportunités afin que ces derniers qui sont venus au grand dialogue national puissent avoir beaucoup plus d'opportunités pour investir. Il y a aussi qu'il fallait adopter le principe de représentation de la diaspora au niveau parlementaire et dans le gouvernement. Il voulait qu'il y ait un ministre de la diaspora et puis des députés de la diaspora et des sénateurs aussi peut-être de la diaspora, mais ce qui n'a pas été le cas. Du Parlement. Voilà, du Parlement. Mais sauf que lorsque vous avez vu que l'élection municipale et législative se sont déroulées, on n'a pas parlé de la diaspora, donc c'était vraiment pas au programme. Peut-être que c'est le prochain président du Cameroun qui viendra avec cela. Très bien. Karine, Santia, on vous a suivi. Et peut-être on va tenter de savoir pourquoi aujourd'hui, Charles Hamel, lorsqu'il y a des sessions parlementaires, cette question n'est jamais à l'ordre du jour, premièrement. Et deuxièmement, peut-on choisir délibérément de perdre sa nationalité camerounaise et d'aller s'installer ailleurs? Peut-être oui, Monsieur, mais qu'est-ce qui peut motiver justement cette vision? Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que les Camerounais qui sortent se battre, sortent parce qu'ils veulent un plus qu'ils n'ont pas. Bon, vous parlez ici qu'à une certaine période, on a recherché au niveau du chantier naval des ingénieurs dans le domaine de la chaudronnerie et tout. Il n'y avait pas de Camerounais, c'est les Indiens qu'on a recrutés. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu, on n'a pas voulu mettre sur pied, avec notre ennemi commun, on n'a pas voulu mettre sur pied des filières qui allaient permettre aux Camerounais de pouvoir se développer. Parce qu'il fallait toujours qu'il y ait la main, le regard du coopérant français. Il faut toujours qu'il y ait le regard, M. Michel Ngachou. Si à l'époque, comme l'a développé Mbombok, le refus de la double nationalité était lié à des idéaux beaucoup plus communistes avec l'UPC et tout. Aujourd'hui, l'affaire du refus de la double nationalité est tribaliste, est basée sur le tribalisme. Je le dis et je pense que les faits nous donnent raison. C'est le tribalisme aujourd'hui qui fait en sorte que cette affaire de double nationalité n'entre pas. Lorsque vous discutez avec les pontes du pouvoir, on vous dit aujourd'hui, vous voulez qu'on fasse entrer les gens là, les gens du code. Le code, c'est qui? Vous voulez qu'on fasse rentrer les gens de la base? La base, c'est qui? Vous vous dites que la base, c'est qui?
Ben, c'est eux qui définissent. Je vous ai déjà répondu. Qui est dans la Ben, Donc, c'est vous. écoutez, parce que Monsieur Michel Ngachou, c'est des Camerounais, aujourd'hui, on ne peut pas tabler sur cette question. Je dis bien que cette question est tribalisée. Il y a du tribalisme. Il faut le dire aux Camerounais qui comprennent. Le code, c'est qui? Quand on dit que diaspora, on dit ah, le code. Ah, l'affaire que vous appelez la basse, attention. Donc, monsieur Michel Ngachou, on n'a pas fait la dissociation entre des gens de la basse, du code, et ces Camerounais de la diaspora qui ont plus-valu. Je vais vous prendre un cas. Nous avons un Camerounais qui travaille au Brésil. Il était obligé, même M. Michel Ngachou, à un moment donné, de prendre la nationalité parce que pour avoir un peu plus d'argent, il est ingénieur en fibre optique. Je dis ingénieur dans son domaine, il n'y a pas deux au Cameroun, M. Michel Ngachou. les Camerounais d'origine et il est Il a fait une proposition qu'il est venu remettre au Mine-Postel en lui disant qu'on peut tendre le câble. Il était passé avant celui qui était à la Camtel à l'époque. On peut tendre un câble, on peut tendre un câble de fibre optique qui va nous amener à donner la connexion à 1000 francs par mois à tous les Camerounais. 1000 francs. Il a monté le projet, il est venu de pointer que toi qui pour venir. Voilà là où ce pays meurt. En Afrique du Sud, nous avons un Camerounais qui a mis sur pied un produit pour pouvoir éradiquer définitivement les rats dans les domiciles. Monsieur Michel Ngachou. Il est arrivé au Cameroun, il allait rencontrer le responsable du ministère de l'Environnement. On a dit, toi qui? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les ambassades? Vous trouvez normal que vous soyez monsieur Michel Ngachou en France pour rentrer, vous allez demander le visa dans votre pays, pour rentrer dans votre pays? Car Richard Bonnard. Hein? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, monsieur Michel Ngachou. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on lève. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria, le Maroc, le Ghana, le Kenya, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, voilà des pays qui n'ont émergé que grâce à la diaspora. C'est la diaspora qui est le socle granitique sur lequel repose l'émergence de l'économie de ce pays, monsieur Michel Ngachou. Nous avons des secteurs de l'économie, nous avons des ingénieurs, des docteurs, des historiens. Achille Mbembe, quelle est la je vous prends un cas aussi simple que ça. Quelle est la contribution d'Achille Mbembe dans ce pays? Oh, voilà quelqu'un qui pouvait, avec sa façon de voir, sa façon de penser, ses recherches, les livres qu'il a fait, apporter, ne serait-ce qu'en cours d'histoire, monsieur Michel Ngachou. Il donne juste 1 heure de cours, de première année en 6e année, je sais pas, 7e année. Mais monsieur Michel Ngachou. Mais il veut révéler. Parce que ce gars, qu'on le veuille ou non, avec ou sans, je vous ai dit, monsieur Michel Ngachou, que dans chaque village, il y a un endroit où on dépose, excusez-moi, qu'on dépose les gens qui ont fait honte au village. On va arriver à ça dans ce pays. Où on va créer un cimetière avec leur nom. On va créer un cimetière avec leur nom. Ici repose celui qui avait pillé le ministère de... Ici repose celui qui avait volé. Mais oui, il faut qu'on arrive là pour que ça puisse sensibiliser. C'est vous voyez, ça fait rire. Non, c'est pas. On met un cimetière visible. Ça sera, je vous assure, ça sera du tourisme que vous ne pouvez pas faire. Oui, ça serait le tourisme. Ici repose celui qui avait dit que 32 gigas égale 500 gigas. Parce que vous voyez, les gens prennent des décisions, ils ne se rendent pas compte que ça va engager jusqu'à leur 3e ou leur 4e génération. Et c'est bien dommage. Il est plus que temps, monsieur Michel Ngachou, qu'on nous donne la double nationalité. Le sentiment, justement, le Cameroun en a besoin. Le sentiment, justement, qui se dégage là, mais c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de méchanceté dans la conservation de la loi du 11 juin 68 que de l'ouvrir pour que chaque Camerounais puisse en profiter de l'intérieur comme de l'extérieur. Monsieur Michel Ngachou, regardez dans nos villages, lorsqu'on organise les festivals, quels sont les enfants qui viennent faire l'affaire de bec de lièvre? Ceci, c'est des gars de l'extérieur qui arrivent, ils organisent des dépistages gratuits et tout. Ils sont prêts même à venir tous les 6 mois au Cameroun pour apporter l'expertise. Allez en Allemagne, ils ont un pays hautement industrialisé. Mais qui sont les meilleurs là-bas? C'est les Camerounais. Dans tous les différents, comment vous appelez ça, usines de fabrication, conception, c'est des Camerounais. Même Bendeka. Beaucoup ne savent pas que Bendeka est un mécanicien qui a brillé en Europe. Il était expert dans son domaine, il était expert. Mais Bendeka est rentré, ça fait quoi? On exploite Bendeka. Non, mais est-ce qu'on exploite Bendeka? Bendeka même pouvait se retrouver dans une école pour former les jeunes.
Regardez à Yabassi, on fait encore mécanique sur la Renault 4, alors qu'on a en électronique. La double nationalité, c'est son rôle. Merci beaucoup, Monsieur Mbachou. Merci de nous y amener, effectivement, de nous y conduire sur cette question essentielle pour le Cameroun, tout en demandant au chef de l'État, Paul Biya, si jamais nous écoute, qu'il sache que nous ne portons pas notre voix sur le plateau, mais nous portons la voix des Camerounais qui demandent à ce que ceci soit revu. La question de la double nationalité, qu'on passe justement à cela et donner la possibilité justement à ce pays d'être émergent, puisqu'il faut qu'il soit d'une manière ou d'une autre émergent. Les messages de nos téléspectateurs, madame, monsieur. Karine Santia, nous vous écoutons. À la place de la femme, je porte plainte contre la clinique et le laborantin, même en question. Si la date vue sur le dossier médical sied à celle de notre passage chez le laborantin. C'est une grande honte pour ce pays qui bafoue ses propres lois au profit des autres parce que dans la même famille que ou enfant de l'ami de Mamie Tonta Prada, l'hépatite B se transmet par voie sexuelle et par voie sanguine et ne se transmet pas par la salive, mais l'hépatite A prêt à étude. D'accord. Merci pour l'information. Je ne parle plus des problèmes du Cameroun, sauf l'équilibre de la terreur va nous faire sortir de ce gouvernement menteur et mafieux. Ce garçon est méchant et elle ne veut pas le quitter et elle veut quoi? Bref, il y a des bons médicaments pour cette maladie. Si la diaspora chantait les louanges du Créateur, nous aurions les portes ouvertes partout au Wandafukistan. Marie, Pascal... Mais ils disent là-bas qu'il y a une diaspora positive, non? Donc, il y a une diaspora positive et négative. C'est elle qu'on appelle la diaspora patriote. Bon, les patriotes, voilà. Les patriotes donc, et... même la diaspora patriote, on sacrifie alors. Donc finalement, la diaspora dans son entièreté est la diaspora sacrifiée. patriote qui était là au grand dialogue national. Voilà, ça veut donc dire que cette diaspora patriote n'est pas sur le niveau du rapport de force. Ne représente pas grand-chose. Elle ne fait pas le poids. Ok. La pharmacopée traditionnelle africaine est très riche malgré qu'elle soit ignorée de plusieurs. Même les Européens que nous copions bêtement s'y tournent davantage. Et cette médecine est douce et présente moins de dangers ou effets secondaires. C'est toujours les hommes qui cachent les résultats. Mais pourquoi? Allez savoir, pour détruire la vie des autres. C'est vrai ça, Charles Abel. Nous cachons les résultats. Vraiment. Vous savez, les gens, à un moment donné, pensent qu'ils vont changer. Les hommes n'aiment pas l'hôpital. Conséquence, quand on est malade, on cache. S'il vous plaît, Dominique, on parle de Banco. Les hommes n'aiment pas l'hôpital. Ça ne veut pas dire que les hommes ne se soignent pas. Celui-ci se soigne. Vous aimez toujours le cas Pourquoi par cas de Dominique Audrey Oyengalek. Vous aimez le cas par cas. Vous allez voir, même pour aller regarder un enfant, son propre enfant à l'hôpital, l'on muscle M. Michel Gachou pour aller à l'hôpital. Il est malade, il préfère contaminer. Oui, parce qu'il est parce qu'il ne veut pas aller à l'hôpital. Parce qu'il est homme. Seulement comme ça. Oui, quand c'est ça, on prend en gros. Mais quand ce sera une femme ici, là, puisque c'est une sorcière, une mauvaise femme, elle doit être bannie. Si ça peut vous calmer, si ça peut vous calmer. Non, je suis toujours ça peut vous rassurer, ça. Faites pas ça à la même bâtiment. On vous écoute, Karine. C'est rempli même à l'ouest. Merci de noter qu'ils ne savent pas que les feuilles d'eucalyptus, ce que nous appelons le poteau électrique. Pourquoi? Parce que la Sonnelle, dans les années 90, coupait ces arbres pour utiliser comme poteau électrique. Un autre message. Je valide la méthode du quinqueliba, c'est très efficace ce fruit dans de l'eau. Nommer des égoïstes qui ne servent pas le peuple et sont toujours au poste de responsabilité transforme le peuple en misérable affamé. Comment dorment-ils la nuit? Don Joker. Un autre message ce matin. Quand on dit diaspora au Cameroun, le régime en place voit plutôt Code et la Basse, donne les insomnies à nos pilleurs de la République. Peut-être expliquer ce que veut dire Code au Cameroun. Le Code, c'est quoi? Moi, je comprends rien. Je sais que c'est... Le Code, c'est le collectif pour le développement du Cameroun. Non, en réalité, il faut entendre ceci. Que la diaspora est veillée. Oui. Quand ils viennent ici,
ils ont les informations notamment sur qu'est venu faire François Fillon au Cameroun le 20 mai 2009. Donc à ce moment-là, puisqu'ils ont des antennes, ils vont vous dire que voilà, on a renouvelé tel accord de coopération. Voilà. Du moins, c'est une diaspora vigilante. Oui. Elle est vigilante, elle est observatrice et elle dénonce, elle interpelle ceux qui sont à l'intérieur. Absolument. Et c'est justement à ce niveau que le pouvoir, que ce soit Idio hier ou Paul Biya aujourd'hui, ils ont échoué. Parce qu'ils sont bien dans leurs relations diplomatiques avec Israël. Mais Israël ne vit que par sa diaspora. Israël a réussi à, à être un grand pays de lobbying par rapport à sa diaspora. Oui. Aujourd'hui, on parle d'Amnesty International. L'Amnesty International est de droit allemand. Si on a ces gars de la diaspora qui arrivent, ils sont dans le REDAC, je ne sais pas dans quelle autre munition, et l'État les accompagne, le REDAC aura un statut international comme un statut de consultant auprès des Nations Unies, au même titre que Amnesty International et tout. Voilà comment on développe un pays. Mais nos dictateurs ne comprennent pas cela. Ils regardent seulement leur pays justement pour protéger les intérêts de ceux qui les ont mis là. C'est bien dommage. De ceux qui les ont mis là. C'est pour ça que la France a préféré avoir les gens comme les Mongo Betty sur son sol, parce que là on comprend mieux. On dit bon, laisse-les parler là-bas. Laisse-les parler. Les Abel et Yinga et tout, laisse-les parler. Et quand vous venez ici, il y a plein de choses, de mécanismes en place où vous ne pouvez pas véritablement émerger. C'est bien dommage. Merci. Mais regardez la façon avec laquelle on les traite à l'aéroport. C'est vous qui nous avez l'amené. Effectivement. Sur ce plateau. On expose ses passeports. Non, c'est vous qui nous avez l'amené. Cette histoire au niveau de l'aéroport. De l'aéroport de Douala. Voilà. Justement. Ou quelqu'un. Par rapport à son nom. Ou un Camerounais revient justement de l'Allemagne. Il vient rencontrer sa maman malade ici. Et dès qu'il arrive, c'est le commissaire justement de l'aéroport qui dit: ah, c'est vous tel. Voilà. C'est vous de la base. C'est vous qui faites ci. C'est vous qui faites ça. Et puis voilà, on leur amène au Niouf. Et là, il fallait justement que d'aucuns disent que mais vous me regardez comme un monsieur capable de... J'ai pas le temps à paix dans la base et qu'on sort. Moi, je viens regarder ma famille ici. Mais pourquoi m'étiqueter tout de suite comme étant un Camerounais qui appartient à la base? Et même si c'était à la base a fait son choix. Et Wilfried Siewé est en prison justement parce qu'il a fait des photos devant... Et vous parlez de Wilfried Siewé, c'est un cas encore aujourd'hui au Cameroun. D'ailleurs que le gouvernement et la justice camerounaise choisissent de piétiner le cas de ce Camerounais véritablement, le taxant appartenir à la base sans preuve à l'appui, sans conviction, mais il est aujourd'hui dans la prison centrale de Yaoundé. Il ne cesse de le dire, c'est parce qu'il s'est retrouvé au tribunal de Yaoundé, il était devant le tribunal, et il s'est mis à se filmer, faire des selfies. On est venu l'interpeller disant qu'il filme comme ça là pour aller. C'est de là que tout part, voilà. M. Michel. C'est très grave. Et ceux qui arrivent ici, quand ils se retrouvent en Europe, vous pouvez vous filmer n'importe où. Regardez sur la toile comment les gens insultent Emmanuel Macron, comment on insulte tous, comment on va même devant la Maison Blanche. Les gens se filment, voilà. Mais c'est un lieu touristique. Attention, la Maison Blanche, c'est un lieu touristique. On fait des excursions dans la Maison Blanche avec les élèves. On fait des excursions. Vous avez des intentions de vous filmer et tout dit? Sur le pont de la Seine. Non, mais non, c'est parce que on va soulever la Maison Blanche que j'ai dit que quand on fait les cours d'histoire aux États-Unis, il y a un moment où les enfants il y a deux accès pour y parvenir. Soit vous passez par le carrefour Bastos, c'est-à-dire vous passez par le carrefour Bastos, vous arrivez au rond-point de la présidence. Déjà, il faut voir les barrières érigées pour arriver même au niveau du portail. Si vous passez justement par Etoudi, en passant par Mbala 2, alors là c'est très grave encore. C'est encore tellement grave que... Alors, même si vous passez par là, on aperçoit le téléphone à travers la vitre de votre véhicule. Non, on suit le véhicule. Mais c'était comme ça, justement, période coloniale. C'était comme ça, bon, jusqu'à présent. Les commandants et les militaires français se comportaient ici, avec les contrôles. Donc, on est toujours dans le même sillage. On n'a même pas le droit de se filmer sur le pont de la Sanaga. On ne peut pas. Je ne sais pas. On vous arrache votre téléphone. Lorsque vous allez parler de congrès de Yaoundé, là, à Yaoundé, il y avait en dessous du congrès une espèce de commissariat. Lorsque vous faites des photos, on va vous dire: ah, vous avez fait la photo en direction de quoi? De la présidence? On vous arrête, vraiment. Vous êtes suspect. Oui.
Oui, ça, ils ont fait des photos et que justement, le background de la photo, on se rend compte qu'il y a une photo de... On se rend compte que le palais de l'unité est là, on dit, oh là là, ça c'est un danger. Mais si nos renseignements Là-bas, sont c'est aussi Yaoundé. puissants, on doit avoir peur de Nous ça. parlons de Yaoundé. Je connais un monsieur qui est venu avec sa femme blanche. Ils sont venus en visite au Cameroun. Ils se baladaient à Bonandio, au niveau de la résidence, le petit jardin là. La femme a décidé de prendre une photo. La femme blanche, elle était avec des amis. Ouais. Oh, monsieur Michel Gatou. La barbarie dans toute sa nature. Non, excusez, peut-être... Si vous voulez la photo du président, vous pouvez la voir, pas la photo de sa maison. Non, mais ils sont dans les jardins. Mais écoutez... Les jardins extérieurs, même pas d'extérieur. Brenda Bia nous a fait des images dans sa voiture entrant au palais de l'unité. Voilà. Combien de fois on les a vus sur les réseaux sociaux, même dans sa chambre, enfin dans sa chambre, dans son domicile, Dans du jardin et tout ça. Mais qu'est-ce que ça a enlevé aux Camerounais? Bon, bref, passons. Et il y a des sujets qui nous interpellent, madame, monsieur, puisque nous parlons des réseaux sociaux à l'instant, effectivement. Brenda Bia fait bien évidemment la une sur la toile. Depuis pratiquement 48 heures, la fille du chef de l'État ne cesse de faire parler tout le monde. Petite réaction, les réactions, c'est une petite publication, les réactions ne se font pas attendre. Et Brenda est devenue bien évidemment, on va dire, une coqueluche justement sur Internet. Et si jamais la fille du chef de l'État pouvait comprendre qu'elle influence bien évidemment la jeunesse africaine et passer à autre chose, bon, peut-être quitter les NAM, on ne sait jamais, et penser bien évidemment à mieux vendre. Non, mais elle sort cette année, Vous avez elle quitte fait le encore, tamis. pourquoi? Non, elle dit... Vous avez fait le tamis. Parce que quand vous dites influenceuse là, Elle influence. vous avez fait le tamis. Elle fait une publication en 13 minutes, il y avait quand même 286 Donc, likes. vous avez fait le En tamis. quelques- Hein? Le tamis. Il y a quoi d'autre? Vous voulez dire quoi? Qui commande? Bon, en tout cas, parlons des réseaux sociaux, Karine. Ou bien vous voulez parler des ministres qui vont jusqu'à changer leur photo de profil. Si c'est ça que vous voulez Force à parler. que ton fou, c'est ça? C'est ça l'influence. Allez, les réseaux C'est sociaux, un Karine. influenceur. Oui, on va commencer par ce sujet qui nous touche vraiment et qui nous pousse à nous poser un certain nombre de questions qui jusqu'ici on n'arrive pas à trouver de réaction. Un étudiant de l'ENAM retrouvé mort dans le lac municipal de Yaoundé dans l'après-midi du 16 octobre sur la dépouille du jeune Bart Gaël Ondo Ambida a été retrouvé une CNI, un téléphone portable, une somme de 55 000 francs emballée dans un emballage plastique et le procureur de la République a demandé que sa dépouille soit directement enterrée, sauf qu'aujourd'hui la famille réclame l'exhumation de son corps pour que l'enquête soit menée sur les conditions de son décès. Et ici encore, on se rappelle des différents cas de dépouilles retrouvées dans le lac municipal aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avant que le jeune Ondo Ambida Gaël ne se retrouve dans le lac municipal? Voilà, ça fait bien sûr le tout de la toile aujourd'hui. Les Camerounais se posent 4 millions de questions sans réponse. Et bien évidemment, le jeune garçon, le voilà en photo, Charles Amembatou. Nous en parlions ici hier et nous disions à nos Camerounais que nous devions y revenir sur ce sujet ce matin. Et vous nous le disiez justement hier que le lac municipal semble être l'un des coins les plus dangereux de Yaoundé aujourd'hui. Un cimetière Monsieur Michel Gatou, ouvert en plein air. Pour vous en convaincre, demandez qu'on procède, comment vous appelez ça, qu'on vide le lac municipal. Il faudrait demander au nettoyage, qu'on vide systématiquement le lac municipal pour que vous découvrez qu'il n'y a pas de différence entre le lac municipal et les chutes de la Métier, monsieur Michel Gatou, pour ceux qui connaissent l'histoire. Cette zone est une zone hautement lugubre. Je dis hautement lugubre, hautement triste. Pour nous autres qui avons passé une partie de notre enfance dans une ville comme celle de Yaoundé, notamment pas très loin de là, vous allez vous rendre compte qu'au bas de l'ENAM, dans la zone de l'ENAM, juste au bas de l'ENAM, il y a eu tellement de crimes rituels. Vous avez des jeunes filles dont on prélevait des organes de partie génitale, un élément de la partie génitale, notamment le clitoris, ce ne serait pas grossier de le dire, on retrouvait des jeunes filles qui étaient raflées en ville parce qu'elles étaient allées à une matinée de jeunes s'amuser, sortant des grands lycées aux alentours de la même zone, monsieur Michel. Le lycée bilingue d'application, non seulement, lycée Leclerc, on les triait, beaucoup plus du lycée Leclerc. Le lycée bilingue d'application est plus proche quand même. Beaucoup plus, oui. Beaucoup plus du lycée Leclerc, on les récupérait, elles se retrouvaient là-bas. C'était des petites soirées qu'on organisait. Match de football, quand vous descendez pour jouer le match,
J'ai perdu un camarade, M. Michel Gatchou, cela m'a traumatisé jusqu'aujourd'hui, au 9 janvier. J'ai perdu ce garçon, on était en train de jouer. À peine on finit le ballon, vous savez, on tire, les ballons vont dans tous les sens. Il a couru pour descendre, on attend 20 minutes, il ne remonte pas 15, 30 minutes, on descend tout seulement qu'on l'a tranché la gauche. Qu'avait-il vu? La famille est venue retrouver cette zone. Mais ce qui est étrange quand même, c'est que c'est un quartier hautement résidentiel. Quand vous dites hautement résidentiel, cher Lamel, parce que juste en face... Des colonels, des généraux... Non, juste en face, ministre. Disons-le aux Camerounais qui ne le savent pas, juste en face réside le premier ministre chef du gouvernement. Alors, comment on peut expliquer que c'est à cet endroit véritablement, au lac municipal, qui a tous ces crimes? Pas très loin de là réside le fils du président de la République, qui n'est pas très loin de là également. On le sait. Pas très loin de là, justement, résident les ponts du régime, notamment de l'Assemblée nationale. Tous sont connus. C'est inexplicable, Charles. Pire encore, M. Michel Gatchou, lorsque des soirées vous organisez, vous voyez des gens qui font des processions bizarres dans la nuit, tout autour avec des bougies allumées dans des tenues. Mais je vous dis que cette zone, je ne sais pas, il faudrait qu'on procède véritablement à la vidange, d'abord pour découvrir des accès. Vous voyez quelqu'un qui décède, on porte ça, c'est l'endroit qu'on vient déposer. Lorsqu'on retire, vous vous rendez compte qu'il n'a plus de partie. Et quand vous voyez des gens, et ce qui est lamentable, vous voyez des gens qui vont pêcher dans ces zones du poisson qui est revendu dans les marchés, monsieur Michel. On va y revenir, madame, monsieur. Allez, merci à vous. On marque une légère pause et on se reparle. Humaine, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Le cérumen... Allez, on le sait, 7500 francs pour ceux qui vont vouloir certainement s'en procurer. Et vous avez les informations en bas, en vente au Cameroun, 1001 tapis. Là, nous sommes bien sûr à Douala, en face de Dikakwa. On parle bien du palais Dikakwa, pour ceux qui pourront bien se rapprocher. Merci à vous, madame, monsieur. Allez, nous poursuivons avec vous, madame, monsieur. La revue des réseaux sociaux Karine Santia, et nous arrêtions encore sur cette question qui interpelle plus d'un Camerounais aujourd'hui. La question du lac central. Bonbon Bengan Kandji, vous pensez que vous, les traditionnalistes, vous pourrez apporter quelque chose là-bas? Vous pouvez exhumer, comment dire, vous pouvez exorciser cet endroit pour que les Camerounais ne meurent plus là-bas au lac central de Yaoundé? Nous voulons d'abord qu'on nous donne la possibilité de punir nos enfants qui procèdent à des crimes rituels. Chez nous, les punir comment, Bonbon? Non, on va les punir, la manière avec laquelle on va les punir. Parce que vous parlez des hautes personnalités. Ça m'a fait rire qui habite là. C'est là, à côté, la direction de la DGRE. Donc, l'ancien sénaire, oui, qui était CEDOC, qui est devenu DIRDOC, qui est devenu sénaire, qui est aujourd'hui DGRE. Donc, c'est la police politique du Cameroun. Comment la police politique du Cameroun ne peut pas sécuriser cet endroit? Donc, on peut quand même savoir si Kamto a appelé Mbombok la nuit, ou bien si Mbombok est dit tout. Mais maintenant, il y a qu'est-ce qui se passe là? C'est justement les bulletins de renseignement devaient nous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe à cet endroit, pourquoi il y a un nombre. Et beaucoup. Deuxième chose, justement, comme il y a, c'est pas ici passe des choses bizarres. C'est pour ça, justement, Charles Lamel, je réponds à votre question. C'est pour ça qu'on ne veut donc pas nettoyer le lac. Parce qu'on soupçonne qu'il y aurait des camions et des camions, des conteneurs d'ossements humains qu'on pouvait voir là, qu'on pouvait
sortir de ce lac et comment va-t-on les justifier? Mais ce qui est dommage, quand on va faire le curage de ce lac, et on va justifier comment? Donc, en réalité, voilà le problème. Donc, aujourd'hui, troisième chose que je voudrais dire, je pense que les gens de Yaoundé, ils avaient commencé à faire des tests en sodomisant un enfant au Hilton et en l'envoyant par la fenêtre. Hilton, un dimanche. La fin du mot. Voilà, pour vous dire que nous sommes là, l'homosexualité, nous allons les poser. Après, c'était Mimboman et tout. Donc, on procède comme ça par ces crimes pour vous dire que de toutes les manières, nous sommes dans le satanisme, que vous voulez ou pas, nous y sommes. Et vous allez faire quoi? Voilà la situation. Et vous les traditionalistes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Nous, les traditionalistes, nous attirons d'abord l'attention de dire le ciel du Cameroun s'est obscurci. Maintenant, lorsque nous allons avoir notre colère sur ces gens, ils seront obligés de fuir. Mobutu se croyait plus grand. Je ne sais pas, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Au Houphouët-Boigny, on disait qu'il était sage. Vous avez ce qu'il y a eu après Houphouët-Boigny. Donc, nous préparons, c'est de nos enfants qui nous écoutent, à, j'allais dire, à des choses, à éviter un certain nombre de choses, à être vigilants, mais à se approcher de leur culture et seront mieux protégés. Merci beaucoup. Nous le disions effectivement sur la toile, il y a tellement de réactions et des sujets en même temps. Et Charles Hamel, on en riait un peu tout à l'heure avec le poste ou les différents postes de Forza Tompou, que tout le monde connaît très bien, qui n'hésite pas justement de charrier les Camerounais, montrer toute la beauté du Cameroun selon lui, ce qui est d'ailleurs son... Vous savez que les appareils photos diffèrent dans le téléphone. Ah, n'est-ce pas? C'est de son droit en même temps. Mais d'autres sujets, Karine, nous interpellent avec vous ce matin. Taxe sur les... Non, on s'intéresse d'abord au deuxième sujet parce qu'il ne faut pas qu'on quitte des sujets pareils. On parle de Monseigneur Luc Onambélé qui interdit l'inoculation du vaccin contre le cancer du col de l'utérus sur les jeunes filles de son diocèse à Obala. Il soutient que ce vaccin est incomplet. En plus, il n'est inoculé qu'aux jeunes filles de 9 à 13 ans alors que les recherches et les tests n'ont pas été faits sur les femmes de cette tranche d'âge-là. Aussi, les infections à VPH se résolvent seules. Et enfin, le pic de la maladie n'est atteint que 30 ans après la vaccination, soit à 40 ans ou 50 ans, alors que les enfants sont vaccinés plus tôt. Entre-temps, certainement, le vaccin aurait pu causer des dommages dans les organismes de ces enfants. Et pour lui, c'est incomplet. Il n'est pas question que les jeunes filles de son diocèse soient inoculées de ce vaccin. C'est un document qui est partagé largement depuis ces 24 heures sur les réseaux sociaux et qui porte également, bien évidemment, l'entête du diocèse de Yaoundé, c'est ça? Diocèse d'Obala. D'Obala, je vous en prie, merci beaucoup. Et dira-t-on finalement que l'Église catholique s'intéresse à la question du cancer du col de l'utérus et des vaccins qui sont censés dans les jours à venir, à travers une vaste campagne de vaccination, être injectés à des enfants de 9 ans, oui, des filles qui ont au moins 9 ans, risqueraient bien évidemment d'en profiter. Alors, il faut bien sûr l'apprécier. Lorsque l'Église dit non, Dominique Audrey, l'Église a-t-elle pris conscience? C'est lui ou c'est l'Église qui parle? C'est le diocèse d'Obala. Il parle au nom du diocèse. Il parle au nom du diocèse, au nom de l'Église. Il est le patron de son diocèse. Oui. On aurait bien aimé que ce soit de façon collégiale et qu'on n'ait pas l'impression exclusivement que ce soit Obala qui nous parle aujourd'hui. Obala, c'est pas Obala. Obala. Voilà, oui. Il faudrait aussi que les autres diocèses suivent. Et c'est bien que ce soit le prêtre, le vicaire, qui porte la voix. Ça veut dire que les parents qui vont à la messe recevront également ce message et diront à leurs enfants de ne pas accepter de se faire vacciner contre le col de l'utérus. Parce qu'aujourd'hui, même à l'étranger, même à l'extérieur, ce vaccin cause débat. Donc il est inadmissible et inacceptable que les enfants ici viennent servir de cobayes pour ces expériences-là. Merci, monsieur l'abbé, d'avoir dit non. Donc au moins on est sûr que la bataille contre ces vaccins-là pourra être gagnée dans votre diocèse. Donc il faudrait simplement que ça suive. Et maintenant les représailles, il y en aura certainement. Donc il faut être préparé à pouvoir encaisser. Et vous qui en parlez, vous n'en aurez pas de toutes les façons.
Non, ma position elle est connue. Depuis le départ, je vous ai dit ici que non. Si j'ai dit non, ça ne se fait pas. Ça ne se fera pas. C'est non. Maintenant, libre à moi ou bien libre à qui que ce soit de faire ce que la personne a envie de faire. Non, le sujet est quand même assez important concernant la femme Karine Santilla. Il faut qu'on vous entende quand même là-dessus, nous donner votre avis. Hein? L'abbé a parlé, le diocèse a parlé. Vous croyez que c'est de bon ton, c'est bien arrivé, ce moment opportun? Je vais vous rappeler que Monseigneur Luc Onambélé est docteur PhD en santé publique et médecine de prévention. D'accord. Donc il est carrément dans son domaine. Il est parce que le vaccin concerne la médecine de prévention. Donc il est carrément dans son domaine. Et lorsqu'il explique, vous comprenez bien que les vaccins qui seront inoculés sur nos jeunes filles vont être faits et c'est peut-être 40 ans après qu'on va savoir si la fille est atteinte du cancer du col de l'utérus ou pas. Entre-temps, qu'est-ce que le vaccin aura fait dans son organisme? Et il dit bien que les recherches qui ont été menées par rapport à ce vaccin n'ont pas été faites sur les enfants de 9 à 13 ans. Pourquoi vacciner alors de 9 à 13 ans si ce n'est pas sur elles qu'on a fait les tests du vaccin? Ça veut dire que c'est certainement ici qu'on veut faire les tests sur les enfants de 9 à 13 ans pour voir ce que ça donne dans 40 ans. Et dans 40 ans là, on ne sait pas si elles seront ménopausées et n'auraient peut-être pas pu avoir des enfants et autres. Donc c'est normal qu'ils soient dans le doute et qu'ils s'inquiètent. Maintenant, on va nous dire que oui, c'est vrai, en France ça fait ci, en Allemagne ça fait ça, mais après nous sommes dans un contexte particulier où encore aujourd'hui on nous dit que c'est 4000 jeunes filles qui doivent être vaccinées du cancer contre le cancer du col de l'utérus. Et lorsque vous interrogez cela, contre le cancer du col de l'utérus. Oui, vous comprenez directement qu'il faudra attendre 40 ans pour savoir si les 400 000 jeunes femmes n'ont pas été infectées par une maladie. Est-ce qu'il faudrait justement, le dire peut-être aux parents aujourd'hui, que parents, si l'Église catholique pour le diocèse de Bala a pris conscience, parents, vous aussi faites attention à ce que vos enfants ne soient pas injectés sans qu'il y ait au préalable un accord parental. Monsieur Michel Ngachu, l'histoire de ce jour vous a démontré comment un laborantin et un patient peuvent jongler les résultats. Si vous avez déjà compris que ça peut se faire, vous pouvez comprendre la réticence des parents qui ne font plus désormais confiance au gouvernement camerounais et à leurs différents démembrements. Le problème du Cameroun part de là, M. Michel Ngachu. Je sais que tout ministre qui se passe, directeur qui se passe devant moi pour parler, c'est un menteur. Ce qu'il vient, il vient m'embrouiller mon cerveau. Donc je me prépare moi-même à mettre des anti-brouillards à côté de mon cerveau pour que tout ce qu'ils disent, je ne retiens rien. Ça entre ici, ça sort entre là-bas. là, comme on dit au village, ça sort de l'autre côté. Parce que regardez, le ministre de la Santé ne descend pas sur le terrain, fait un tweet où il dit « Ma fille de temps vient de prendre une injection contre la poliomyélite. » Est-ce qu'on a vu son Vous visage? aussi faites comme moi. Est-ce qu'on l'a vu en train d'être injecté? Est-ce qu'on a vu une photo d'elle? Monsieur Michel, à toutes les campagnes, on a vu parfois le chef de l'État descendre, on lui remettait une petite seringue ou on lui remettait un truc pour les gouttes. On voyait les ministres sur le terrain par rapport à ces différentes campagnes. On voyait même les personnels des différentes délégations provinciales à l'époque rassembler tous les enfants dans la cour pour procéder à la vaccination, histoire d'encourager. Dans les établissements scolaires, les maîtresses mettaient d'abord les enfants devant, on vaccinait avant de rassurer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit que ce qui arrive là? Est-ce là avec ce qu'on a eu au Niger, où on a lancé toute une campagne pour découvrir à la fin que c'était de l'eau qu'on injectait aux pauvres enfants? Ce n'est pas dit que c'est dans le contexte du Cameroun, ce n'est pas une insinuation, mais dire que si aujourd'hui un spécialiste de la question se lève pour dire que ici dans mon diocèse, cela ne se passe pas, j'aimerais voir aussi un docteur fou. Et on aura? Qui va faire, non, je dis j'aimerais bien voir aussi un docteur fou, comme on a vu, qui va descendre avant que le gouverneur du centre lui aussi va récupérer pour aller dire que je viens vacciner, que le vicaire vient. Donc je pense qu'on est dans cette crise de confiance, que ce soit sur les vaccins, les concours. Le Cameroun est dans une crise grave de confiance. On ne sait plus qui est qui. Chacun qui vient est un gombiste qui essaie de doubler l'autre. Il faut être très averti. Merci. Merci, monsieur. C'est ce qu'on dit sur la toile. Merci. N'a pas eu sa part de gombo. Ce n'est pas moi. C'est ce qu'on dit sur la toile. Merci, monsieur Mathieu. N'a pas eu sa part de gombo. Allez, bon, on va se prononcer dans un instant parce que le sujet qui arrive, madame, monsieur,
C'est le buzz qu'on a eu hier soir. Karine, vous nous le disiez tout à l'heure. Oui, les taxes sur les téléphones. Contre toute attente, le gouvernement bat en retraite dans une correspondance adressée au secrétaire général du Premier ministre par le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongor, rapporte que le chef de l'État demande de faire surseoir la collecte par voie numérique des taxes sur les téléphones portables, tablettes et autres terminaux numériques. Sur la toile, il y en a qui s'en félicitent et qui disent que le président de la République a finalement écouté le peuple. Il y en a qui disent que de toutes les façons, un jour, on va toujours implémenter cette taxe-là et nous allons payer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a des politiciens qui essayent de récupérer l'affaire et de dire que c'est justement grâce à eux que les taxes ont été, que la décision a été prise. Et non seulement ça, oui, voilà, on a une photo en image là, malheureusement la dernière. On aurait bien voulu savoir hein, qui Surseoir ne veut pas dire annuler. Hein. Non, la dernière photo justement parce qu'il y en avait qui aujourd'hui achetaient des téléphones et des messages, des messages étaient bien sûr envoyés. Qu'est-ce qu'on fera de ceci? Est-ce qu'on a défalqué l'argent? Si oui, comment, quand? La traçabilité pour qu'on puisse recevoir un pareil message. Voilà. Allez, non seulement ça fait le buzz hier, jusqu'à présent, ça continue encore. Je voudrais ici, Maman Bénin, peut-être vous féliciter. Vous avez parlé ici à Ferdinand Gongor à plus d'une fois en nous disant vous ne devez plus parler en votre nom, parlez au nom du chef de l'État parce que vous n'avez qu'une délégation de signatures. Vous direz justement qu'à travers ce document rendu public, il vous a compris. On peut vous féliciter, Maman Bengal. Oui, mais ça ne se limite pas là. Pourquoi il faut d'abord le condamner pour avoir pris la place du président de la République qui n'est pas? Dans les précédents communiqués? Oui, tout à fait. Pourquoi il pouvait s'engouffrer dans de telles considérations? Il instruit. Le gouvernement, il instruit. Sur la base de quoi? Il instruit sur la base de la délégation des signatures qu'on lui a donnée. Voilà. Donc là, maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose, à une république à peu près normale. Mais la république ne sera pas normale tant qu'on nous amène à piétiner la réglementation CEMAC qui interdit toute collecte des taxes auprès des consommateurs. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement le sait et le fait quand même. Autre chose, la BEAC n'a pas encore autorisé ce type de transactions. Et nous sommes dans un gouvernement de braqueurs. Comment un gouvernement braque les populations? Et maintenant, face à la clameur sociale, il vous dit oui, j'ai reporté le braquage. Comme c'est ça, je risque que vous braquez autrement. À travers notre mécanisme. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Que le braquage n'est pas terminé. On a préféré surseoir pour le moment en attendant la voie opportune pour vous braquer en douce. Donc les Camerounais qui s'en réjouissent ne devaient pas s'en réjouir, mais plutôt demander le retrait pur et simple du projet de loi. Le retrait pur et simple. Et là, je condamne d'abord les députés qui ont voté cette loi. Il y en a qui sont sortis, là, vous ont dit, ah oui, non, ce n'est pas possible, il faut quand même qu'on soit sérieux. Maintenant, ceux qui sont là, la prochaine, ils vont se réunir, là, je pense, le 2e mardi de novembre, dans des nouvelles finances, qu'ils intègrent donc des amendements pour enlever ces dispositions-là. Très bien. Pour lutter contre pratiquement simplement. Sinon, on dit qu'on va continuer dans la politique de braquage. Et le braquage, justement, peut-être pour ressentir, mais il y a aussi un problème de forme dans l'écriture. Il s'adresse justement, Karine Sontia, au secrétaire général des services du Premier ministre, lui demandant de dire au Premier ministre que le président de la République a dit que c'est pas le JAPAP, ça. C'est le JAPAP et ça. Non, c'est normal dans la réglementation de l'État, puisque le SGPR a rang de ministre d'État. Le secrétaire général de la présidence a rang de ministre d'État. Il s'adresse au secrétaire général du Premier ministre, qui lui est ministre. Qui est ministre. Il s'adresse au secrétaire. Non, de dire à son supérieur. À son supérieur. Le supérieur immédiat, c'est un parallélisme des formes. Ça existe. Parce qu'en fait, il s'adresse à son Premier ministre. Mais si le secrétaire général de la présidence de la République avait adressé un courrier au ministre de la Santé, ça devait être une grosse erreur. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une lourdeur? Parce que la lourdeur, c'est au niveau où il y a une grosse lourdeur quand même. Parce que le chef de l'État aurait pu
adresser le courrier directement au Premier ministre du gouvernement. Oui. Et que tout soit implémenté. Voilà. Mais Pourquoi Mais passer comme il par- a délégué le pouvoir, Il a délégué. il ne peut donc pas, lui, il n'a pas vocation à interpeller parler le Premier directement ministre. au Premier ministre. Nous, à un ministre, il Non. n'en a pas. Donc, Voilà. il dit que bon, mets ça dans le dossier, tu transmettras au patron. C'est tout. Et vous saluez Donc, c'est ce que l'initiative, ça veut dire. Dominique, vous avez la parole un instant. Oui, vous saluez justement l'initiative du SGPR de sursoir justement à cet axe-là pour le moment. Le problème n'est pas réglé. D'accord. Mbambok l'a expliqué, le problème n'est pas réglé. Donc, les gens Jubilent, oui. jubilent, voilà, depuis vraiment on a gagné, vous n'avez rien foutu, first of all, et après, comme Mbambok a dit, on va revoir la manière dont vous allez payer ces 33%, mais il n'en demeure moins vrai que vous allez les payer. Vous n'êtes pas mal pour Paul Zambo, Charlamagne Batchou. Pourquoi? Non, là-bas, dans vous cette- n'êtes pas dans ce Pourquoi? dossier-là. J'aurais Parce bien que voulu faire voilà, comprendre. voilà un monsieur. Et puis ça, non, attendons. Non, bon. C'est Je ne Non, voulais mais- pas, mais donc, puisqu'il en parle. Pour M. Paul Zambo, vous n'êtes pas Oui, mal. oui, vraiment, avant que Charlamagne ajoute mon permettre, je commence. Voilà quelqu'un qui apporte cette formule de braquage. Et vous savez ce qui s'est passé? Non. Le gouvernement lui a dit on te donne 300 millions. Il a dit que non, Non. c'est très gros. Je vais prendre ça par des voies parallèles. Mon par des voies parallèles, maintenant, il n'a pas d'entreprise qui a d'agrément. On lui dit bon, on va, mais madame, donne-lui l'agrément pour qu'il passe par les voies parallèles. Voilà comment la mafia s'organise. La mafia, quelqu'un n'a pas une entreprise qui vient soumissionner. Donc c'est un individu comme vous et moi, et c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. On vient, on vous dit qu'on va faire un grand parage, grand et tout, et tu vois les gens mobilisés. On vous dit on va faire Mida ici, après on dit que c'est elle qui est. Voilà comment le gouvernement procède à l'encadrement des braquages. Et je vous ai dit que ça a commencé en 1994. Un Feman vient avec un avion, la DGRE savent de qui est ce type, mais il est reçu à la primature. Un gars, il a finalement, on dit que toi, Donatien, il est arrêté au Yémen pour Femania. Donc voilà dans quelle situation on se trouve. On s'est retrouvé dans la même situation avec Femmes Cameroun. On vous dit oui, il y a quelqu'un qui est venu avec des idées novatrices qui va aider la Caisse nationale de prévoyance sociale dans les assurances et tout. Voilà un braquage ici. Peut-être le braquage, vous l'avez identifié, Bonbon Bengal. Alors, Il y a Charlamagne. Monsieur Il y a eu des Michel caméras de Gachou, surveillance. quand vous-même vous frappez sur Internet, vous vous rendez compte que Arintech, Artificial Intelligence et Technologie, il y a encore moins intelligence dedans. Les gars réfléchissent trop, il est connu de personne. Première chose. Comment est-ce qu'on peut confier une entreprise, monsieur Michel Gachou, je peux me tromper, à quelqu'un qui va d'échec en échec? Il faut dire que M. Paul Zambotin, derrière lui, une série d'entreprises quand même qui ont connu beaucoup d'échecs. Il y a eu Labotera LTD, Universal Regenerator, Fly Finance Lays LTD, Africa Diaspora Network, Air Corporation LTD, Fly London Airways. Mais des entreprises qui ont toutes fait faillite, M. Michel Gachou. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'après avoir collecté les recettes douanières, je peux me tromper, hein, M. Michel Gachou, et il ne pourra pas rentrer lui-même dans les 600 euros. Autre point d'interrogation. Oui, tout à fait. Quels sont les critères de soumission? Donc il était question que M. Paul Zambo se retrouve, qui en a défini les règles, comment ça s'est passé. Donc vous vous rendez compte que, et on parle de gérer les données des Camerounais, les données personnelles des entreprises. Non, C'est très grave. C'est trop grave. Merci à vous, madame, monsieur. Merci. Allez, allons saluer Consti Lamine, qui est bien évidemment sur le plateau B de l'autre côté, et il vient nous parler du correcteur de posture. Bon, on peut bien se mettre en posture, Consti Lamine? Je suis droit.
justement, je parlais de correcteur de posture. Non, vous avez des languettes pour nous ce matin, Constilamine. Bien entendu, Michel, j'avais les bien des languettes médicales. Il faut le rappeler que même les correcteurs de posture font partie également de ces accessoires de santé qui permettent de donner la bonne humeur à ses utilisateurs. Alors, tous ces articles-là sont en vente du côté du magasin 1001 tapis, un nom à retenir désormais. Et ce matin, il est question, bien entendu, de rappeler à tous les téléspectateurs, de rappeler à tous ceux-là qui nous regardent, quelle que soit votre ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier, quel que soit le village, il est important d'avoir les languettes médicales, et j'attire l'attention de tous nos téléspectateurs de bien vouloir regarder ce spot qui passe en image, ce spot qui montre les bienfaits des languettes médicales, ce spot qui montre bien entendu les conseils, ce spot qui montre l'utilisation des languettes médicales, un spot réalisé bien entendu par les fabricants même de ces languettes médicales. Il faut le rappeler que Constilamine n'est que le vendeur de languettes médicales pour ce qui est du Cameroun et de l'Afrique. Ces languettes médicales nous viennent tout droit des États-Unis d'Amérique. Ce pays qui nous offre de plus en plus des produits et des articles de qualité, parmi lesquels vous avez les languettes médicales. Alors, quel avantage présentent ces languettes médicales? Ça permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Les languettes médicales permettent également de nous prévenir contre les douleurs de la plante du pied. Les languettes médicales permettent également de redresser votre pied. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, que la douleur au niveau de la plante du pied peut causer plusieurs autres douleurs, telles que la douleur au niveau du dos, la douleur au niveau du rein, la douleur au niveau bien sûr de la cuisse, au niveau du pied. Donc pour éviter parfois toutes ces douleurs-là, il est important de porter régulièrement ces languettes médicales. Alors, comment les utilise-t-on? Vous allez tout simplement les acheter. Il y a un modèle pour les femmes et un modèle pour les hommes. Après avoir acheté ces languettes médicales, on peut les adapter selon la pointure de l'utilisateur et les mettre à l'intérieur de la chaussure. Alors, parlant du prix, le prix de promotion est de 6 500 francs. Mais comme nous sommes toujours en pleine double réduction du côté du magasin 1001 tapis, vous avez la paire de languettes médicales, notamment 2 languettes médicales à 6 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Merci beaucoup et passez vos commandes pour acheter votre paire de languettes médicales à 6 000 francs au magasin 1001 tapis. Merci beaucoup, Constilamine, madame, monsieur. Et nous vous quittons justement avec un chiffre de ce jour. 292 personnes en plus des 294 donnés par le gouvernement camerounais sont ceux qui aujourd'hui sont retenus dans les prisons camerounaises après la marche du 22 septembre dernier. À demain, 10h.